Aujourd'hui, on va encore se pencher sur l'hygiène de vie, mais ça va être plus, comme on avait dit la dernière fois avec Marie, une forme de cours. En fait, la dernière fois, on avait un peu plus fait un bilan sur chacun par rapport aux différents thèmes. Il y avait l'alimentation, le sommeil, plein de choses. Et là, c'était un peu plus pour se connaître soi-même la dernière fois. Et là, aujourd'hui, Marie et moi, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous apporter un peu nos connaissances dans le terme, enfin, dans le thème hygiène de vie pour vous aider à vous améliorer et à pratiquer une meilleure pratique sportive en fait par rapport à l'hygiène de vie. Ça va vous aider à progresser. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Marie et moi, on va parler sur ça et il y aura un peu plus d'interaction. Donc pendant le visio, ce serait bien que vous notiez en fait à chaque fois si vous paraît intéressant. Si par exemple Marie elle va dire quelque chose qui vous paraît intéressant, bah, notez-le pour vous en souvenir déjà. N'hésitez pas à regarder le visio quand il sera sur YouTube pour si vous avez des choses que vous voulez mieux comprendre. Je verrai si je peux mettre en ligne les diapos aussi, comment je fais si je peux les mettre en ligne, comme ça vous aurez directement les infos de marquer dessus. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. S'il y a un terme que vous ne comprenez pas, ou si vous avez une question par rapport à votre propre cas personnel, je ne sais pas, sur l'alimentation, sur le sommeil ou autre chose, n'hésitez pas à intervenir. Là, vous pouvez activer le micro et vous pouvez poser votre question à n'importe quel moment, comme ça, on peut y répondre. Et là, c'est un peu plus interactif, vous allez mieux participer au truc et vous comprendrez plus de choses, je pense. Du coup, ça, c'est le petit sommaire. Donc, on va juste rappeler vite fait ce qu'on avait dit mercredi, ça prend pas longtemps. Après, on va dire le programme. Marie et moi, on s'est partagé les thèmes pour les aborder. Et après, on partira sur autre chose. Ah ouais, et à la fin, je vous ai noté. J'ai marqué, je voulais te dire, Marie, j'ai pensé là ce midi vite fait, je l'ai rajouté. J'ai mis une Ouais, liste de petits films ou de livres que j'ai lus, tu vois. Ça leur fait une petite base de données pour ces trucs en plus, des connaissances en pas de plus. souci. Ouais, J'ai, bah ouais, là, nickel. voilà, je vais te le redire, si je voulais mettre de trucs. D'accord, bah c'est super. Bon, Parfait. au pire, si tu rajoutes des trucs, tu m'enverras quand je mettrai le diapo en ligne, peut-être Oui, tu pourras ça le dire. marche. Du coup, mercredi, pour Lenny et Paolo qui n'étaient pas là, pour les autres aussi, pour le rappeler, on avait abordé l'hygiène de vie, on avait défini, on avait dit qu'en fait, c'était différentes mesures que l'on mettait en place pour améliorer notre santé, avoir la meilleure santé possible. Et ça touchait différents domaines, l'alimentation, le sommeil, le sport ou encore votre mental, enfin, ce que vous pensez. Et on avait fait un bilan pour les différents thèmes qui sont là. Donc, il y a le gabarit, c'est votre taille et votre poids, l'hydratation, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la récup, l'estime de soi. Donc, ça, c'était le côté un peu plus esprit, l'estime de soi, la vie sociale et les différentes activités que vous faites toute la semaine. Et voilà, j'ai juste marqué, j'ai juste trouvé ces chiffres-là qui sont intéressants, je trouve, avant de démarrer. C'est qu'en fait, il y a 4 facteurs de risque dans l'humanité, enfin dans votre hygiène de vie. Ça va être le manque de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, la consommation de tabac, donc la cigarette, et la consommation d'alcool. Et en fait, une personne qui va vivre sans ces 4 facteurs de risque, donc qui va du coup manger ses fruits et légumes, faire ses activités physiques et ne pas consommer de tabac et d'alcool, ou peu en tout cas, elle va vivre 14 ans de plus qu'une personne qui va consommer, qui va avoir ces 4 facteurs, donc en moyenne. Donc ça prouve que quand même c'est important dans votre vie. Et après, il y a le risque de décès qui est multiplié par 4,4 fois pour quelqu'un qui a les 4 facteurs par rapport à quelqu'un qui ne les a pas. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment votre vie à vous. Donc c'est à vous de faire les bonnes choses. Donc du coup, après, là, on démarre et c'est le gabarit, j'ai remis dans l'ordre après Marie. C'est le Ouais, gabarit en première. Voilà, si oui, tu veux. allez, ça marche. Allez, bah du coup, oui, donc sur le gabarit, en fait, pareil, j'ai voulu récupérer bah, trois petites données, en fait, surtout, voilà, parce que les chiffres, c'est toujours un peu plus parlant. Donc, bah, comme vous le voyez, voilà, en France, il y a 17% de la population adulte qui est obèse, euh, ce qui représente plus de 8 millions de personnes. Donc, c'est quand même, voilà, ces dernières années, c'est quand même quelque chose qui est alarmant, qui fait peur. Et donc, surtout, voilà, que ça provoque certaines pathologies. Et Ron en avait déjà parlé la dernière fois, notamment les diabétiques. C'est quand même une maladie qui inquiète et qui est de plus en plus présente, notamment chez les jeunes, sachant qu'après, voilà, on vit toute sa vie avec ça, avec pas mal de contraintes. Et que si bah, dès le départ, on était bien informé et si voilà, on faisait correctement, bah, c'est vrai que ça permettrait d'éviter tous ces problèmes. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, voilà, on estime le nombre de personnes obèses à plus de 650 millions. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a des pays beaucoup plus touchés que d'autres, hein, donc, mais c'est vrai que c'est le gros problème, on va dire, de société en ce moment. Et donc, là, on va passer à l'autre diapo, puisque du coup, voilà, on n'a vraiment qu'un seul indicateur utilisé, c'est l'IMC, donc l'indicateur de masse corporelle. Alors, c'est la seule donnée qui est reconnue scientifiquement, et on verra qu'elle a quand même ses limites, mais c'est vrai qu'elle permet en tout cas toute notre vie déjà d'être surveillé. On peut régulièrement calculer son indice d'IMC
et voir si on est dans la bonne courbe, si on est dans la normalité. Donc après, pour le calculer, donc je vous ai marqué, il faut en fait donc prendre son poids en kilos et le diviser par le carré de sa taille en mètres. Donc j'ai pris mon exemple pour moi, donc je fais 62 kilos et je mesure 1,70 m. Donc ce qui fait un IMC de 21,4. Et on voit donc par rapport au schéma que du coup c'est le poids normal, voilà, entre 18,5 et 24,9. Donc le premier, là, c'est la maigreur. En dessous, on est vraiment dans un cas de famine et de dénutrition. Donc là, c'est très, très grave, bien sûr. Et puis après, pareil, plus on va vers l'obésité sévère et morbide. Voilà. Du coup, ça, c'est des personnes qui ont des espérances de vie très, très courtes. Donc, pour les enfants, alors voilà, il y a quand même des limites. Voilà, c'est ce qui est marqué. Donc on ne distingue pas ni le sexe ni l'âge chez les adultes. Donc, en fait, si Erwan veut calculer son IMC, il fait la même formule que moi. Alors qu'un homme et une femme, on n'est quand même pas du tout pareil. Mais bon, pour l'instant, ils ont pas séparé. Alors que chez les enfants et chez les ados, maintenant, on a des courbes différentes pour les filles et pour les garçons. Donc ça c'est pas mal. Je pense que vous pouvez voilà, vous entraîner à le calculer de temps en temps et pourquoi pas se faire un petit graphique. Sachant que quand vous étiez plus petit, du coup, c'était vos parents qui avaient votre carnet de santé. Et ça, vous pouvez le voir sur votre carnet de santé. Après, l'autre limite, c'est que ça ne prend pas en compte la masse osseuse et la masse musculaire. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la masse musculaire, par exemple, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Le muscle pèse plus que la graisse. Donc, on peut se retrouver des fois avec deux personnes qui ont le même indice, mais qui vont être de corpulence complètement différente. Il y en aura un qui aura peut-être un indice assez élevé, mais s'il est très musclé, ça peut s'expliquer par là, alors que quelqu'un aura le même indice, mais ça sera plutôt de la masse graisseuse. Donc, le vrai plus, en fait, c'est de faire mesurer. Donc, ça, c'est quand on en a besoin, d'aller chez des médecins spécialisés qui vous mesurent en fait où se localise la masse graisseuse. Parce que ce qui est dangereux, c'est quand elle est vraiment sous-cutanée au niveau abdominal. Donc, quand c'est des cas un peu plus graves, on passe par ces études-là et c'est à ce moment-là qu'on prendra d'autres dispositions. Mais c'est vrai que pour le suivi normal de quelqu'un comme vous et nous, c'est suffisant pour l'instant de faire l'IMC de temps en temps. Voilà. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous en aviez déjà entendu parler ou pas, du coup, de l'IMC? Ouais, moi, ouais. Non. Alors, Pierre, tu m'as dit non? Paolo, Non, j'ai dit oui, moi. Ah, toi, t'as dit oui, pardon. Paolo et Lénie, du coup? Non. Non. Papa, Je savais à peu près à quoi correspondait quand on était obèse ou quoi, mais l'indicateur de masse, non. D'accord. Non, et Evan? Non plus. Je connaissais pas. Voilà. Du coup, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est pas... Non, ça va. Après, vous vous entraînerez à le calculer, si vous voulez. Ouais, du coup, c'est avec sa taille et son poids, du coup. C'est ça, avec ton poids que tu laisses en kilos et la taille, tu la laisses en mètres. Tu vois, tu te sers de l'exemple que j'ai marqué. Tu mets pas en centimètres la taille, sinon ça, tu vois, par exemple, ça... Attendez, je vais prendre une calculatrice. Faut faire le carré de la taille, non? C'est ça. Tu fais ta taille au carré et après tu fais ton poids divisé par ta taille au carré. C'est combien? Et après, ta taille au carré et puis après, tu fais tu prends ton poids et tu le divises par le résultat que tu as eu en faisant ta taille au carré. Ok. Si vous avez besoin d'aide, vous nous dites. Ah, ok, c'est bon. Attends, moi, je montre. Paolo, tu peux aller chercher ma calculatrice, s'il te plaît. Allez, le premier qui a terminé. En fait, je sais pas exactement combien je mesure. Après, si vous avez besoin C'est 19,2 de je sais pas quoi. d'IMC. C'est bien, donc tu es dans la tranche poids normal. Moi, je sais pas combien je mesure, en fait. Genre, je sais pas, je vais faire 68, mais je sais pas. Je fais 1m46, je suis un nain. Mais non. Paolo, ça va? Ouais, je fais 19,9. Ouais, en fait, 19,9. Ah, toi aussi, tu es dans la tranche normale. genre, on fait la taille au carré, on prend le résultat et on le divise par notre poids. Non, ouais. En fait, c'est qu'après, il faut que tu le fasses à l'air. Il faut que tu
prennes d'abord ton poids et tu le divises par le résultat de ta taille au carré. Ouais. Et notre taille, c'est pas 1, tatata, c'est en centimètres. 160. Eh non, Non, c'est en c'est mètres. 1, quelque chose que tu C'est en vois. Ah, mètres, voilà, justement. c'est 1, quelque chose. Ok. Et oui. Donc, attends. C'est sûr que si tu mets que ta taille, c'est 100 mètres. Non, mais ouais, j'ai compris. Du coup, c'est sur. Attends. Bon, alors ensuite, juste petite précision, c'est vrai que c'est pas marqué Ah ouais, dans c'est 19. 19. Ok, 19, vous êtes tous dans la tranche pas longue. Alors après, c'est pas marqué dans le diapo, mais c'est sûr que vous êtes en pleine adolescence, vous allez faire des pics de croissance. Alors c'est vrai que vous allez avoir des fois un gabarit qui va vraiment se transformer en 1 an, 2 ans. Des fois, vous allez prendre 10-15 cm en une année et votre poids, par contre, ne va pas trop évoluer. Vous allez vous remplir après. Donc c'est vrai que chez les enfants, voilà, ça peut un peu plus bouger et surtout voilà, dans votre morphologie, c'est vrai qu'après, quand on reprend certaines photos à quelques années, sur les années d'adolescence, vous pouvez vraiment avoir des morphologies complètement différentes. Donc, voilà, ça peut être sympa des fois de voir justement l'évolution ou... n'est-ce pas, Erwan? Oui, non, mais Ouais. mais moi, par exemple, quand j'étais au collège, j'étais un petit peu plus grand que les autres, mais j'étais pas non plus très grand. Et j'étais, je sais pas si tu t'en souviens, Marie, j'étais un peu rondé, quoi. J'étais un peu rond. Mm. Et en arrivant au lycée, en faisant des grosses poussées de croissance que j'ai fait un peu plus tard, plus au lycée, moi. Et en faisant plus de sport, bah, du coup, je me suis affiné. Et là, je suis un peu plus, enfin, ouais, je suis plus sec. Et là arrive, en fait, c'est un peu le corps humain, je pense. Il va d'abord grandir en taille beaucoup, et après s'élargir. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de personnes arrivées à partir de 15 jusqu'à 20 ans, on est assez sec, en fait. Parce on grandit d'abord avant que le corps se développe musculairement et en épaisseur. Et là, je commence à un peu plus me développer en épaisseur, quoi. Je suis un peu plus là. Moi, il y a un pote. Moi, il y a un pote à moi, il est grand, je crois, il est déjà à plus de 1,70 m. Il mange pour 2 personnes et il est plus fin que moi. Ouais. C'est tout fin. C'est presque maigre. Mais parce que le corps, il se développe, il a besoin de manger plus, parce que tu vois, son corps, il se développe plus. C'est normal. Eh oui. Bon, c'est tout bon, du coup, pour tout le monde? Ouais. On passe à la suite. Allez, du coup, c'était hydratation. Du coup, tu sais, j'ai repris la liste Ouais. de la première fois, tu vois. Oui, voilà, oui, parce que je te les ai envoyés pas forcément dans l'ordre, moi. Donc, on continue sur l'hydratation. Bon, on va dire ce qu'il faut retenir, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà, c'est vraiment, ça c'est très, très, très important. C'est vraiment le seul liquide, voilà, qui est indispensable à notre survie. Tout le reste, on peut s'en passer. Il n'y a vraiment rien de... Parce que même les jus de fruits, c'est vrai qu'il faut faire attention. Voilà, je l'ai marqué, les jus de fruits en bouteille sont pas trop sains, en fait. Hein, c'est vrai que c'est la facilité, mais il y a souvent beaucoup de choses dedans et voilà, c'est marqué, c'est appauvri et c'est dénaturé. Donc, en fait, on perd un peu toutes les vertus du fruit qu'on vient juste de presser. Donc, c'est vrai que, à la limite, il vaut mieux s'en passer et quand on veut en boire un, se le faire nous-mêmes, maison. Et voilà. Nous, je sais que, par exemple, le matin, comme on a un peu la flemme des fois de le faire, on s'en fait une bouteille, on en presse pas mal et ça nous fait pour 2-3 matins. Et voilà. Et au moins, on sait qu'on a un bon jus de fruits frais. Après, bon, le thé, le café, tout ça, bon, c'est à boire avec, faiblement, quoi, on va dire, avec modération. Bon, l'alcool, les bières, le vin, on s'en doute aussi. Surtout quand je ne sais pas si vous le savez, mais l'alcool déshydrate énormément. Donc en fait, voilà, quand pour les personnes, notamment avant l'effort, les gens qui, des fois, le soir, vont faire une bringue et vont boire, etc., il faut déjà savoir que si le match est le matin, ils vont déjà être déshydratés avant d'attaquer le match. Alors, on n'a pas la sensation forcément de soif, mais le corps, lui, est déjà en déficit. Donc, il va falloir combler ce déficit et on ne sera pas performant. Ensuite, voilà, les sodas, les sirops, on en avait parlé, parce que du coup, vous nous aviez un petit peu fait part chacun de ce que vous buviez et tout ça. Donc, c'est vrai que voilà, il vaut mieux éviter et vraiment privilégier l'eau. Hein. Ensuite, par rapport à l'effort, du coup, voilà, il faut boire avant d'avoir soif. Ça, c'est vrai que c'est très, très important, parce que du coup, dès qu'on commence à éprouver la sensation de soif, ça veut dire que déjà, on commence pareil à avoir un petit peu ce phénomène de déshydratation qui a commencé.
Et après, on va avoir tendance, une fois qu'on a soif, à boire une grosse quantité d'eau qui va nous tomber un peu dans le ventre et on a des fois la sensation un peu d'avoir le ballonnement. Donc, il vaut mieux, après, pendant l'effort, boire que des petites gorgées, même si on n'a pas soif. En plus, nous, au tennis, on change souvent de côté. C'est vrai que des fois, après le premier jeu, ou quand on a fait 2 jeux pas forcément très intensifs, on n'a pas l'impression que c'est utile ou nécessaire de boire. Mais il faut quand même le faire. Un tout petit peu, il faut se forcer. Voilà, après, c'est une habitude à prendre. Et ensuite, du coup, voilà, c'est bien de continuer de boire même après l'effort. Alors ça, c'est vrai qu'on oublie vraiment de le faire. Et moi, c'est vrai que ça m'a permis aussi de m'en rappeler, parce que ça, c'est vrai que je ne le faisais pas trop. Mais pareil, de boire régulièrement pendant les 2 heures qui suivent un effort. Ça, c'est très, très important pour la récup, parce que pendant qu'on fait des efforts, on sécrète des toxines, des déchets, en fait. Et le fait de boire permet d'éliminer ces toxines et de mieux se régénérer au niveau des muscles, en fait. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, ça va, vous avez... Non. Bon, vous le saviez quand même, tout ça. Ouais, tout ça. ouais. Ouais. Après, est-ce que vous pensez que, voilà, au niveau des sodas, au niveau du thé, au niveau, je sais pas si du thé, peut-être pas trop, mais les jus de fruits, les sodas, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous pouvez diminuer ou est-ce que déjà vous en buvez rarement? Non, moi j'en bois. Rarement. Dans les fêtes, un peu, et sinon pas trop. Bah, le jus de fruits au matin, moi j'en bois le matin, le jus de fruits par contre. Après, voilà, c'est sûr que si on boit un verre tous les matins, c'est pas nocif en soi, mais c'est sûr que tu n'as pas le vrai bénéfice du fruit, en fait. Voilà, c'est ça. Mais Moi, bon, c'est soit sirop, soit coca, le soir avant de manger, des fois. Même pas tout le temps. voilà. Alors, du coup, ça, on verra que c'est peut-être pas le meilleur moment pour le prendre. Du coup. C'est mes parents, ils disent pas à table. Du coup, on prend avant. D'accord. Bon, on le verra après. Mais c'est vrai que oui, ça fait quand même partie des excitants et tout ça. Donc, on verra qu'avant un certain nombre d'heures, avant d'aller se coucher, il y a certains trucs à éviter. Juste, moi, par rapport à l'hydratation, en fait, je vais rajouter un petit truc, c'est que je pense, j'ai lu dans pas mal de livres et tout, que c'était pas une bonne chose forcément de boire un liquide qui n'était pas à la température ambiante. Par exemple, de prendre de l'eau qu'on met au frigo et de prendre de l'eau froide, de la boire. Parce qu'en fait, votre corps, comme le liquide n'est pas à votre température et pas à la température ambiante, votre corps il va dépenser de l'énergie pour le mettre à cette température-là. Et du coup, ça va prendre de l'énergie à votre corps justement pour quelque chose qui n'est pas forcément utile. Si c'est juste avoir la sensation de prendre de l'eau froide. Et en fait, votre corps, du coup, va prendre l'énergie pour ça plutôt que par exemple pour encore plus de performance physique. Donc en fait, par exemple, les sportifs de haut niveau, comme Djokovic, ils prennent que de la température ambiante. Ou Djokovic le matin aussi dit, je pense que vous savez tous le matin qu'on est un peu déshydraté. En fait, on a souvent soif parce que on n'a pas pris d'eau pendant 8 heures, 10 heures pendant la nuit. Et c'est important d'en boire. Et dernier petit truc, c'est que moi, par exemple, quand je mange, je ne bois pas. En fait, ça fait 2 ans que je fais ça à peu près. Avant, je prenais tout le temps de l'eau en mangeant. Et je le fais pas parce qu'en fait, si j'avais lu ça et je suis d'accord avec cette sensation, qu'en fait, on a un peu ce qu'on va manger qui va flotter dans le ventre, en fait. Et ça va donner une mauvaise sensation et ça va justement ralentir la digestion, en fait, et sentir qu'on n'est pas très bien. Donc, moi, le but, en fait, par rapport à l'hydratation, l'alimentation, tout ça, c'est que ça soit au plus vite et avec le moins d'énergie possible. Comme ça me laisse plus d'énergie pour mes activités de la journée et pour le sport, en fait. Je pense que c'est juste ça le but de manger et de boire. Voilà. Mais par contre, j'ai une question. Est-ce que c'est bien ou pas de boire pendant la nuit? Parce que moi, par exemple, le matin, j'ai jamais soif vu que je bois pendant la nuit. Comment ça, tu bois pendant la nuit? La nuit, je me réveille et je bois. Ah, après, si tu te réveilles, ouais. C'est bien ou pas ça? Oui, donc tu peux boire parce que du coup, tu vas faire. Je pense, en tout cas, ça va faire tu vas hydrater ton corps pendant le plus longtemps possible, tu vois. Mais je pense que le but, c'est après, m'arrête, on parlera plus tard pendant le sommeil. Mais le but, c'est justement de faire une nuit complète déjà, de pas par étapes. Voilà. Je dois vider une moitié de bouteille chaque nuit. Hein. Wow. Puis après, autant ça va te faire te lever plus vite, ça va te faire te relever si tu as envie d'aller aux toilettes, tu vois, aussi, peut-être. Donc, c'est peut-être un truc vicieux, tu vois. Tu vas te réveiller, tu vas boire, tu vas te réveiller encore après pour aller aux toilettes. Après, tu vois, je sais pas. Non, même pas. Parce que je me rendors direct. Je bois et une seconde après, je me rendors. Ok, bah écoute, c'est un bouton pour t'endormir, c'est pas mal.
C'est clair. Voilà. C'était bon, Marie, du coup, hydratation? Allez, c'est bon. Super, Ça c'est va. bon. Allez, du coup, donc ça, on passe à, ça affiche pas, à l'alimentation. Je rappelle, vous pouvez zoomer, parce que Lénie, je voyais tout à l'heure qui s'approchait de son téléphone, vous pouvez zoomer avec vos doigts pour Ouais, je sais. agrandir le diapo. Ouais. Parce que du coup, j'écris un peu plus petit pour faire rentrer. Donc Ah moi, ouais. dans ce que je disais juste avant, je pense qu'en fait, la nourriture, il faut le voir comme un peu un carburant. Alors, comme une voiture, le carburant, en fait, il va entraîner une performance. Et en fait, quand on prend le mauvais carburant pour votre corps, ben, en fait, ça va faire une mauvaise utilisation de ce carburant et du coup, ça va faire une mauvaise performance de votre corps. Mais dites-vous que la cause, c'est le mauvais carburant. Si la conséquence, ça va être d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à la tête, d'être fatigué pendant le sport, d'être fatigué plus tôt, donc du coup de dormir plus. Mais la cause à la base, ce qui fait que vous sentez mal, c'est une mauvaise alimentation en fait. C'est un mauvais carburant. Donc souvent, on va traiter les conséquences en fait, on va prendre des médicaments pour plus avoir mal au ventre ou quoi. Mais si on a mal, c'est pour une raison en fait. C'est un message de votre corps. Voyez-le comme ça. C'est pas pour rien qu'on va avoir une douleur. Après ça, oui, j'avais repris un truc de on va pas le dire. Blablabla. Donc, oui, juste par rapport à la graisse en fait. Pour vous, c'est quoi la graisse? Sans trop regarder l'écran, ça va servir à quoi? En fait, c'est nécessaire au corps, je trouve. Enfin, C'est quoi on qui- voit la graisse comme quelque chose de mal, en fait, je trouve. Ouais, mais ça va servir à quoi en fait? Bah, je sais pas forcément, mais Lénie, t'as une idée peut-être? Non, non, je pense que la graisse, c'est plutôt des déchets, enfin, qui sont pas. C'est négatif, enfin, c'est négatif un Ouais, peu c'est pour pas le une bonne corps. chose. Ok. Evan, tu as une idée par rapport à ça toi? Pour moi, la graisse, c'est ce que c'est dans ton corps, là. Je sais plus comment, les nutritions, c'est ce qui ne sont pas les nutritions, la graisse. Ok, donc C'est je les vois. aliments qui ne sont pas les nutritions. D'accord. En fait, la graisse, comme il dit Pierre, et je pense qu'on est tous comme ça, on en a une mauvaise image parce qu'en fait, dans la société d'aujourd'hui, le corps il doit être de telle façon pour être beau en fait. Et donc du coup, la graisse, ça fait que c'est pas un beau corps. Et dans le sport, en plus, ça va être jugé comme une mauvaise performance. En fait, quelqu'un qui va avoir beaucoup de graisse, bah, on va se dire que ça va pas être bon pour son sport. Mais déjà, ça n'a pas toujours été comme ça. À différentes époques, en fait, ça évolue. Les standards, il y a quelques siècles, c'était pas les mêmes standards de muscles, d'être sec ou quoi. C'était différent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans certains pays du monde, comme des pays qui sont moins développés, comme en Asie, c'est une bonne chose en fait d'être en surpoids parce qu'en fait, ça veut dire on est en bonne santé parce qu'on a l'argent pour manger en fait. C'est des pays qui sont plus pauvres et du coup, il y a souvent des personnes en famille. Donc en fait, c'est un peu par rapport à la société. Vous voyez ça par rapport à la société. Mais la graisse, en fait, c'est juste un stock. C'est votre corps qui va stocker. Votre corps, si c'était une mauvaise chose pour lui, il ne le stockerait pas, il l'éliminer. Donc, du coup, en allant aux toilettes. Mais en fait, vous allez avoir de la graisse qui va se développer, qui va s'accumuler. Quand en fait, vous allez consommer plus d'énergie, donc quand vous allez manger beaucoup et consommer plus d'énergie que ce que prendre plus d'énergie que ce que vous allez consommer en bougeant. Si par exemple, je mange 2000 calories par jour, mais je vais en consommer que 1000 en bougeant, en faisant du sport, bah, forcément, mon corps il va stocker. D'accord? C'est une petite équation en fait. C'est juste bah, voilà, la consommation par rapport à l'utilisation. Donc en fait, la graisse, c'est vraiment un stock. Ok? Par contre, il faut savoir si le stock il est utile ou pas. Parce que si le stock, par exemple, surtout au tennis, qui est un sport de vitesse, ça va faire vous déplacer moins vite, être plus lourd, et ça va notamment faire peser en fait plus de poids sur vos articulations. C'est pour ça qu'au tennis, enfin, on voit beaucoup de personnes qui ont des douleurs. Et en fait, presque à chaque fois, c'est des personnes qui ont des douleurs au genou ou quoi sur le tennis parce que c'est du béton. C'est des personnes qui sont en surpoids parce que du coup, bah, elles ont plus de poids sur les articulations. Si, je sais pas, si Lénie, t'arrives, tu prends un sac de 20 kilos, tu commences à courir avec, tu vas vite avoir mal au genou, tu vois. Parce que tu as plus de poids sur ton dos, en fait. Tu vois. Ou même quand tu mets des lestes. De quoi, Evan? Ou même quand tu mets des lestes de, je sais pas, 5 kilos, ça fait mal après. Voilà, parce que tu as plus de poids sur ton corps. Mais après, si tu vis avec ça, bah, tu vas user ton corps plus vite, en fait. Et c'est pas une bonne chose, surtout sur des surfaces plus dures comme le béton, là où on joue au tennis. Du coup, moi, je vous ai mis quelques petites habitudes que je fais, moi, enfin, que j'utilise dans ma vie de tous les jours, que je vous conseille. Et encore une fois, on y reviendra plus tard sur la conclusion, mais en fait, c'est que des conseils et voyez ça comme des choses qui vont faire du bien. Si vous sentez pas que ça va faire des bonnes choses, vous n'allez pas les appliquer en fait. Ça va être une privation, ça va pas être quelque chose d'intéressant pour vous. Moi, c'était l'ostéopathe que Marie m'avait conseillé, là, Julien, qui m'avait parlé de ça. Il faut manger autant de fruits et légumes que tout le reste en fait.
Vous avez dû apprendre au collège à l'EPH en physique-chimie ce que c'est. Bah oui. Ouais. Voilà. Donc le pH, en fait, c'est utilisé dans les piscines, on l'utilise souvent dans les piscines, là, c'est l'acidité au côté basique. Et en fait, le corps humain, il fonctionne comme ça aussi. En fait, vous avez un pH, donc c'est potentiel hydrogène de 0 à 14. Et en fait, il faut qu'on soit à 7, il faut qu'on soit du coup au milieu. Et en fait, les fruits et légumes, ça va faire baisser l'acidité, ça va être doux en fait. Je disais, ouais, le pH, en fait, les fruits et légumes, ça va faire descendre votre pH. Et tout le reste, donc du coup, ça va être les céréales. Donc les céréales, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est les céréales qu'on va manger le matin. La viande aussi, le poisson, toutes les sucreries. Tout ça, en fait, ça va augmenter votre pH, ça va rendre le corps plus acide, en fait. Ok, surtout le sucre, d'ailleurs. Ça va rendre le corps beaucoup plus acide. Et en fait, quand on va avoir un pH qui est trop élevé, donc qui est au-dessus de 7, ça va entraîner des mauvais fonctionnements du corps, donc ça va entraîner des blessures, ça va entraîner des déchirures musculaires, ça va entraîner des tendinites. En fait, les tendinites, c'est de l'acidité aussi. Donc c'est pour ça que l'ostéopathe, il me disait, en fait, je reçois beaucoup de rugbyman, en fait, et les rugbyman, dans leur alimentation, dans leur idée, en fait, ils vont avant un match, avant l'entraînement, c'était un steak, donc de la viande rouge, un plat de pâtes et de la bière. Et du coup, tout ça, c'est que de l'acidité. Et en fait, ils ont un pH super élevé, ce qui fait qu'ils sont que des tendinites tout le temps. Et ça va leur faire des blessures et ça va leur faire perdre du temps en fait, dans le sport. Donc en fait, c'est important. L'alimentation, elle vous permet d'avoir une pratique sportive déjà. Donc ça, c'est important du coup de manger autant de fruits et légumes que le reste. Donc en fait, si vous mangez 2 kg par jour, c'est 1 kg de fruits et légumes. Et ça, je pense, vous en êtes à ce stade-là ou c'est plutôt 3 quarts, 1 quart, vous pensez, dans votre alimentation? Moi, je pense que c'est 3 quarts, 1 quart. Hein. Ouais, je pense, hein, plutôt. Ouais. Et ouais. Pierre aussi? Après, ouais, il y a le salé, il y a d'autres Ouais. Ouais, mais après, c'est à voir dans vos repas, du coup, à essayer de diviser le truc en deux, en fait. Moi, dans mes repas, je vais manger à peu près moitié de fruits avant le repas et le reste, ça va être un féculent. Le midi, quand je sais pas, je prends un plat de pâtes ou quoi. des Ça fait pâtes. moitié. Mais il faut l'intégrer à chaque repas. Si on fait un repas que de fruits et légumes, c'est pas forcément le top. Je pense qu'il faut arriver à l'intégrer à chaque repas. Deuxième petit truc, c'est du coup, je disais par rapport aux fruits. Moi, le fruit, je vais le manger en premier. Et pareil, est-ce que vous pensez que ça sert à quoi de le manger en premier, en fait, le fruit? Sans trop regarder ce qu'on marquait. En premier, tu veux dire avant le plat ou en premier dès la journée? Avant le plat. Tu vas faire un repas et tu manges, par exemple, je vais manger une pomme et un kiwi avant de manger mon plat de pâtes. Ah ben, je sais pas, moi, je fais pas ça. Donc, Je sais pas. Donc déjà, C'est l'entrée. ouais, en fait, du coup, le fruit dans notre société, en fait, c'est plutôt considéré comme un dessert. C'est pour ça qu'en fait, quand vous arrivez au collège ou au lycée, on vous sert le fruit en fait comme un dessert. Et du coup, vous allez le manger en dernier, parce qu'on vous apprend comme ça depuis tout petit. Et pareil, moi après, c'est un peu est-ce que vous allez suivre que les valeurs de la société ou ce que vous allez suivre ce que vous voulez. Moi, en fait, je le prends en premier parce qu'en fait, le fruit, donc du coup, c'est plein de fructose. Le fructose, c'est le sucre du fruit. Ok. Et ce sucre, en fait, c'est ce qui va alimenter votre cerveau. Votre cerveau, il a besoin d'avoir du fructose pour marcher. Et il est très gourmand de sel, il en faut pour marcher toute la journée. Et en fait, quand votre cerveau il va pas avoir de fructose, parce que des fois on peut ne pas consommer de fruits, il va transformer un élément du corps en fructose. Du coup, ça va prendre du temps déjà et ça va prendre de l'énergie pour rien. Et en fait, le fruit, si vous le mangez après votre repas, en fait, donc à la fin du repas, le fruit, il va pas être digéré tout de suite, en fait. Il va être digéré en même temps que les autres aliments. Et du coup, pendant ce temps-là, il va macérer dans l'estomac, il va être bloqué dans l'estomac, il va mettre du temps, il va pourrir un peu et ça va allonger votre digestion, en fait. Et le fait de le manger en premier, vous allez avoir une digestion qui va être beaucoup plus rapide et le fructose qui va aller directement au bout d'un quart d'heure. Quand on est à jeun, on prend un fruit au bout d'un quart d'heure, il est digéré, en fait. Donc, il va aller directement au cerveau et votre corps va digérer plus vite. Et c'est ce qui fait que moi, par exemple, au collège, avant d'aller m'entraîner, je m'entraîne à 14 heures et je mange au collège à peu près à midi 45, 13 heures, donc jusqu'à 13h15. Et donc, du coup, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller à l'entraînement. Et pourtant, j'ai jamais de sensation de ballonnement, j'ai jamais de sensation de fatigue ou quoi. Parce que je pense que ma digestion elle est plus rapide que de la façon dont je mange. Il me reste juste deux petits trucs. Donc ça, c'est rapide en fait. Je pense que vous comprenez pourquoi il faut cuisiner soi-même en fait. Quand on va prendre des produits transformés, donc on va acheter directement des produits tout faits, que ce soit en fast-food ou que ce soit des produits tout faits à la maison, des surgelés ou quoi. En fait, ces produits vont être pleins de sucre, ils vont être pleins de gras parce qu'en fait, le sucre et le gras, ça va être ce qu'on appelle des exhausteurs de goût. Ça va en fait renforcer le goût. Quand on prend un truc qui est très sucré, le corps il va aimer ça parce que ça a beaucoup de goût en fait. Mais du coup, en fait, c'est pas des choses qui sont bonnes pour le corps. Et le C'est sucre et le salé gras, aussi. le salé aussi. Et c'est aussi des conservateurs, en fait. Ça va permettre en fait, d'avoir un aliment et de le consommer 2 semaines après, parce qu'en fait, ça va conserver l'aliment.
Et c'est pour ça que quand vous cuisinez un truc, vous n'allez pas le conserver 2 semaines, en fait, parce qu'il est moins salé, moins sucré, moins gras. Du coup, il va être moins conservé. Mais c'est pas une utilité, en fait. Si vous cuisinez, que vous mangez tout de suite après, vous avez besoin de le conserver pendant 2 semaines l'aliment. Après, c'est juste, c'est comme disait Marie tout à l'heure, en fait, il faut prendre le temps de le faire. Et surtout, quand vous cuisinez, vous allez savoir ce que vous mettez. Si vous achetez un truc étouffé, vous ne savez pas la quantité de gras, de sucre qu'il y a. Par contre, si vous commencez à faire que des hamburgers et vous mettez du gras, du sucre, par contre, vous savez ce que vous mangez, en fait. Vous êtes responsable, en fait, de votre alimentation. Et j'avais noté, je crois, un dernier petit truc. Ouais. Personnellement, moi, après, c'est un avis. Moi, je suis végétarien depuis bientôt 2 ans. Donc, en fait, en octobre, là, ça fera à peu près 2 ans que j'ai arrêté la viande. Et du coup, j'ai arrêté la viande parce que, pareil, comme dans tout ce que je fais, c'est un choix et j'avais envie de le faire. Je ne le fais pas par contrainte, en fait. Si je le faisais par contrainte, si ça ne me plaisait pas d'arrêter la viande, j'aurais pas tenu 2 ans et je le verrais pas comme une bonne chose. Et ce serait une privation, vraiment. C'est pour ça que toutes les personnes qui vont faire des régimes ou quoi, si ça leur plaît pas, ils vont tenir 2 semaines, 3 semaines, parce que c'est une privation. En fait, moi, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas la façon dont c'était produit la viande et je trouvais pas que c'était Vegan. forcément bon pour la santé. C'est Après, vegan, un ça, avis non? Non, ça en c'est fait, végétarien. ouais, quand Oui, c'est mais si t'aimes végétarien, pas comment la oui, viande est faite ou quoi, c'est que t'es en un peu fait, contre. en fait, tu peux manger de la viande et être contre la façon dont c'est produit, comme il y a des personnes qui vont, par exemple, manger de la viande, c'est qui est élevée en élevage et en plein air ou quoi, qui est du coup des meilleures Ouais. conditions d'élevage, et tu peux en manger. Après, quand tu es végétarien, c'est que tu vas pas manger de viande, en fait, et voilà. Et oui, de poisson aussi. Et quand tu es végétalien, c'est que tu vas pas manger en fait ni de viande, ni de poisson, ni de tout ce qui vient de l'animal en fait. Ça va être le miel, ça va être le lait, ça va être les œufs. En fait, c'est des produits qui sont issus de l'exploitation animale en fait. On Ouais. utilise des animaux pour les produire. Et quand tu es vegan, c'est le truc encore un peu plus Et du strict. coup, tu manges pas de graisse. De graisse, si en fait, Si. tu peux avoir des graisses, par exemple, dans le beurre. Moi, je ne suis pas végétalien, donc j'en mange encore, tu vois. Dans le beurre, c'est gras, tu vois. Donc en fait, c'est des graisses animales, ça. Mais aussi, tu as des Et, graisses aussi, tu as des graisses végétales. Du beurre de cacahuète, ça vient des cacahuètes, c'est du beurre quand même, c'est gras. et- Tu as je sais plus des avocats, je crois que c'est assez gras aussi. Tu as des huiles aussi. L'huile d'olive, par exemple, c'est du gras, tu vois, mais ça vient des olives. Ouais. L'huile de coco, tu as plein d'huiles qui sont végétales, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je considère que tu n'as pas forcément besoin de forcément que des produits animaux pour vivre. Et par exemple, on parle beaucoup de protéines. En fait, je pense que quand on dit ça, on se dit, ouais, mais tu vas manquer de protéines et tout. Pareil, tu as des protéines végétales. Tous les légumes, en fait, qui ont une peau autour, une espèce de coque, comme les haricots verts, comme les petits pois ou les pois chiches qui ont une espèce de petite peau, la peau, elle est riche en protéines, en fait. Et du coup, ça va faire qu'on a des protéines, mais en fait, sans les inconvénients de la viande. Pour moi, la viande, en fait, en fait, la viande, elle est en décomposition. Plus la viande est tendre, en fait, plus la viande est décomposée, en fait. Donc, en fait, c'est une viande qui va macérer et c'est pas forcément une bonne chose. Et la viande, c'est acide aussi. Donc, après, c'est un avis personnel, mais c'est un truc que j'ai fait qu'à 18 ans aussi. Le truc qu'il faut considérer, c'est que vous êtes jeune, vous dépendez de votre famille. Moi, je cuisine moi-même, je fais mes courses moi-même. C'est pas quand on a 12-13 ans, quand on dépend de sa famille, c'est pas pareil pour faire ses propres choix, quoi. Enfin, voilà. Ah oui. Avant qu'on passe au petit truc, est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur l'alimentation? Est-ce que c'est un thème enfin, on en parle souvent quand même dans l'hygiène de vie, alimentation. Est-ce que vous avez des petites remarques? Moi, mais c'est pas trop facile. Du coup, tu vas plus à McDo? Mais En fait, c'est ça, en fait, le petit truc qui faisait que c'était dur d'être végétarien parce que par rapport aux amis, en fait, tu vois, enfin, moi, à 18-20 ans, on n'allait pas au resto, tu vois, tous les soirs. Quand on allait Ouais, tu manger vas après le au soir, McDo c'était tranquille. gâteau, quoi. C'est ça. Et en fait, ou le lendemain de soirée ou quoi, on allait là-bas. Mais en fait, quand les McDo avaient un truc végétarien ou quoi, je prenais. Et en fait, pendant la première année, donc jusqu'à octobre-novembre, là, c'était les seules fois où je mangeais de la viande. En fait, j'y allais, par exemple, sur une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Et c'est la seule fois où je m'autorisais à prendre un truc avec de la viande, tu vois. Mais en fait, Ah ouais, voilà. là, du coup, depuis à peu près ouais, 6 mois, 8 mois, j'ai arrêté totalement. Même quand j'y vais, je prends plus ou je prends une salade ou un truc, tu vois, Ou pour pas en alors prendre. tu prends que des frites. Ouais, un truc comme ça. Mais j'y vais pas souvent et quand j'y vais, ouais, je fais une salade ou un truc comme ça. moi, Mais j'ai une remarque, Erwan. ouais. On dit que ça fait 3 quarts un quart à niveau légumes, fruits par Mhm. rapport aux autres aliments qu'on peut manger. Mais il y a des moments dans la journée où
où tu vas manger que des fruits et pas du tout d'autres aliments. Donc, du coup, ça équilibre la balance un peu, non? Ouais, bah, je pense qu'en fait, il faut raisonner par journée. En fait, dans une journée, tu prends tout ce que tu manges, tout ce que tu consommes, et il faut que la moitié soit basée sur des fruits et des légumes, en fait, et l'autre moitié sur le reste. Après, tu peux prendre des repas où tu vas plus en manger. Il y a beaucoup de personnes, le soir, moi je fais ça aussi, qui vont consommer un peu plus végétal que des choses lourdes, en fait. Si tu prends des féculents le soir, comme des pâtes, comme des riz et tout, en fait, les féculents, c'est fait pour stocker, pour apporter de l'énergie. Et quand tu vas prendre des féculents le soir, ton corps, il va les stocker. Mais en fait, pendant la nuit, tu ne vas pas dépenser d'énergie. Tu prends un féculent le midi, tu vas t'entraîner l'après-midi, faire un entraînement l'après-midi. Bah, en fait, l'énergie, tu vas la consommer. Tu prends un féculent le soir, comme tu vas dormir après, ton corps il va stocker, bah, c'est source de graisse. C'est pour ça qu'il faut éviter les féculents le soir. C'est pour ça que le soir, souvent, il y a des personnes qui vont prendre des légumes, des fruits, des salades, et ça va être des produits riches en eau. Vous voyez les fruits et légumes comme des produits riches en eau, en fait. On dit qu'un homme qui est constitué, tu vois, pas un enfant, un homme, il doit à peu près avoir prendre entre 7 et 8 litres d'eau par jour. Mais on ne va pas boire entre 7 et 8 litres d'eau par jour. Donc en fait, 80% de l'eau qu'on prend, ça vient de la nourriture. Les fruits c'est à peu près entre 80 et 95% d'eau en fait. Donc on prend de l'eau par rapport à ça. Le reste de l'eau, on va la boire directement. Mais les aliments, ils sont riches en eau. C'est pour ça que quelqu'un qui va prendre que des céréales ou que des chips ou que des trucs gras, en fait, c'est pas riche en eau. Il va être déshydraté justement. Et c'est une source de calories, ça. Mm. Mm. Les Après, rochettes. juste. Ah, pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, je crois que. Non, juste rapidement, c'est vrai que quand j'ai été enceinte, du coup, j'ai été obligée de modifier un peu mon alimentation parce que comme j'étais pas immunisée contre la toxo, du coup, la viande, les fromages, tout ce qui était un peu au lait cru, tout ça, c'était interdit. Bon, ça n'a pas été une privation pour moi parce que voilà, on le fait parce que c'est pour le bien-être de son enfant, etc. Donc, on ne boit pas d'alcool. Comme on n'a pas envie de ressembler à une baleine, on mange un peu mieux, un peu plus de fruits, de légumes, etc. Et pourtant, donc, je faisais plus de sport. À part bien sûr d'avoir pris du ventre, sur toutes les autres parties du corps, je me suis affinée. Et la qualité même de la peau, la qualité graisseuse, etc., je voyais les transformations sur des zones, voilà, les cuisses, les bras, alors que je ne travaillais plus. Et je me sentais en super forme, malgré tout, malgré le poids, malgré tout ça. Donc c'est vrai que ça avait été une expérience vraiment qui m'avait surpris. Et après voilà, le but c'est d'essayer de le garder après quoi. Ouais, je pense que comme Marie, elle dit que quand elle était enceinte, elle a pu réaliser en fait des choses qui l'ont aidé à se sentir mieux. Et après, quand tu reprends ta vie après la grossesse, en fait, tu vas changer du coup tes habitudes. Peut-être des trucs que peut-être tu vas manger moins de viande ou moins de gras ou quoi. Et moi, c'était pareil quand je me suis blessé en fait. Quand je me suis blessé, du coup, j'ai arrêté de faire du sport, là, je me suis pété la main. Je pouvais plus courir, je pouvais plus faire de tennis forcément. Et je pouvais même pas courir parce qu'en fait, c'était quand je courais, les vibrations sur mon os, ça allait accentuer la fracture. Et du coup, je mangeais mal. Couper les micros, juste, Evan, s'il te plaît, quand tu. Ok. En fait, quand je mangeais mal à l'époque, en fait, j'avais 18 ans, je mangeais mal, je mangeais beaucoup de sucreries toute la journée. Je buvais un demi-litre d'ice par jour, je mangeais beaucoup de gâteaux, je mangeais beaucoup de viande et très très peu de fruits et de légumes. Et en fait, je me sentais pas forcément mal, mais parce que je faisais beaucoup de sport et tout, du coup, je pense que je compensais. Mais quand je me suis pété la main, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, je me sentais lourd parce que je mangeais beaucoup, je mangeais des sucreries, je me sentais que je prenais, que je n'étais pas bien. Et en fait, et au bout de 10 jours à peine, parce que d'un coup, je faisais 0 heure de sport par semaine. Et je pense que j'aurais fait ça pendant les 8 mois de convalescence, j'aurais pris 15 kilos ou 10 kilos. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent, qui prennent du poids quand ils se blessent en fait. Et du coup, ça m'a forcé pendant la blessure. Du coup, j'ai mangé des fruits, j'ai mangé des légumes, j'ai arrêté les sucreries, j'ai arrêté la viande. Parce que et je pense que ça m'a aidé à mieux récupérer en plus. Je pense que j'aurais pas pu reprendre le tennis ou pas à autant d'heures que je fais que si j'avais pas changé mon alimentation en fait. Et ça, ça a été une expérience qui m'a fait changer en fait. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. La blessure, ça peut vous faire vous rendre compte de problèmes quoi. Et voilà. Du coup, si vous avez rien à dire, on va passer à la suite. Et du coup, la suite, c'est Voilà. le sommeil. Du coup. Oui, alors le sommeil. Alors du coup, j'avais trouvé ça là, sur un site internet voilà, qui donnait un petit peu 10 bonnes habitudes à adopter. La qualité du sommeil, c'est hyper important. Et plus on grandit, plus on s'en rend compte.
c'est vrai que dès qu'on est un peu perturbé sur une période un peu longue, moi je le vois par exemple avec Océane, c'est vrai que là les premiers mois quand on dort moins bien, alors au début on tient le coup, puis après il y a une fatigue qui s'installe et surtout la qualité du sommeil, même quand on a l'impression d'avoir dormi par exemple 7 heures ou 8 heures, on est quand même fatigué parce que peut-être nos cycles ont été moins bons, peut-être parce que le soir on ne s'est pas endormi de la même façon, ou parce qu'on s'est endormi devant un écran, ou parce qu'on a cogité quelque chose avant de s'endormir. Enfin, il y a plein de choses. Donc même pour vous, quand vous êtes au collège, la veille d'un examen, ou, je veux dire, ou tout simplement pour pouvoir suivre sur tout un cycle, le fait de se lever très tôt, parce qu'après vous prenez le bus ou ci ou ça, c'est vrai que c'est important d'avoir des bonnes habitudes. Donc, bon, des horaires réguliers autant que possible, surtout la semaine, on va dire après le week-end, c'est sûr qu'on fait tous un peu des écarts. Mais c'est vrai que si vous arrivez, le corps, ça s'habitue. Si on l'habitue à se coucher tard, c'est sûr que vous aurez toujours l'impression d'avoir sommeil très tard. Donc, si là, en ce moment, vous endormez vers 11h30, minuit, vous avez l'impression de ne pas avoir sommeil avant. Mais si petit à petit, vous essayez d'avancer l'heure du coucher, vous verrez que votre organisme va se régler. Et petit à petit, vous pourrez vous coucher plus tôt. Ensuite, bon, l'exposition régulière à la lumière, en fait, c'est surtout, voilà, il faut prendre le soleil la journée, et la lumière solaire, pas la lumière artificielle. Et par contre, bien la nuit noire pour dormir. Parce que dans le noir, on sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine, et c'est elle qui favorise le sommeil. Alors, éviter les siestes, alors ça, j'ai lu un peu oui et non. Alors, il y en a qui disent qu'on peut faire des siestes, mais à condition qu'elles soient assez réduites et pas trop tard dans l'après-midi. Si vous faites une sieste à partir de 4 heures, ça va faire trop tard. Mais de suite après manger, 20-30 minutes, on va dire que c'est le maximum. Ça peut, ça peut ne pas être gênant. Pour éviter la drogue et l'alcool, voilà, bien sûr. Même si quand on consomme de l'alcool, par exemple, on peut des fois avoir la sensation de fatigue et de s'endormir plus vite, mais c'est pareil, la qualité du sommeil est moins bonne. Ne restez pas dans votre lit. Alors c'est vrai que maintenant, dans notre lit, on fait beaucoup de choses et on l'utilise comme lieu de travail, on l'utilise comme lieu pour regarder les films, se détendre, envoyer des messages, travailler, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que du coup, on donne la mauvaise information au cerveau, comme quoi c'est pas forcément l'endroit qui est fait que pour dormir. Donc c'est vrai que c'est bien quand on peut de faire toutes ces activités en dehors de son lit et d'utiliser vraiment le lit que pour se coucher ou pour lire. Voilà. Atmosphère de la chambre en favorisant le sommeil, voilà, calme, sombre, tempéré et ventilé. Souvent, c'est vrai qu'on dit qu'une chambre surchauffée, par exemple, c'est pas bon, c'est que ça va retarder déjà la prise de sommeil et on va obliger le corps à lutter contre un petit peu cette chaleur. Donc, du coup, pareil, le corps n'est pas bien au repos. Bon, pas trop de stimulants en journée. Donc là, voilà, Evan, du coup, tu vois, les cafés, boissons énergisantes, chocolat, voilà, à éviter 5 heures avant le coucher. Donc c'est quand même une bonne plage. Je trouve que quand on dit, voilà, on ne prend pas de café à telle heure ou je ne vois pas. C'est vrai que le goûter, tout ça, c'est vrai qu'il faut y faire attention parce que c'est que je pense que ça peut vraiment nuire à la qualité aussi de l'endormissement. Ok. Alors, ne pas regarder l'heure la nuit. Bon, ça, c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a un peu tous, je pense. Et c'est vrai que par expérience, du coup, cette nuit, je me suis levée, je n'ai pas regardé, ça m'a énormément aidé à me rendormir parce que du coup, j'ai pu calculer combien d'heures j'avais fait ou combien il m'en restait. Voilà. Donc, du coup, je suis passée devant l'horloge sans regarder et c'était beaucoup mieux après. Alors que moi, j'étais vraiment pour ça, une tarée à regarder l'heure, à calculer combien. Et voilà. Mais bon, voilà, ça, c'est vrai que si on peut éviter, c'est vrai que c'est pareil. Le but, c'est vraiment de se déconnecter. Le cerveau, il faut vraiment qu'on le repose pendant la nuit pour qu'il soit en forme après la journée. Ensuite, trouver un bon équilibre dans tout ce que vous faites la journée. Il y a des moments pour le repos, des moments pour l'activité. Et c'est vrai que quand on fait trop d'efforts, ou en tout cas que les efforts sont trop intensifs en soirée, ça a tendance plutôt à nous exciter, en fait, à nous stimuler. Et ça retarde la prise de sommeil. Alors bon, des fois, on n'a pas le choix. Je pense que, bon, peut-être pas vous encore, mais nous, avec Erwan, on a l'habitude de jouer très tard nos matchs, par exemple en tournoi. Alors c'est vrai que quand tu finis à 11h30, minuit, un match de tennis, pour s'endormir, c'est très, très compliqué. Le temps de rentrer, se prendre la douche, s'étirer, etc. On n'a pas du tout envie de dormir. Manger, ouais, voilà. Digérer si c'est une défaite, l'excitation si c'est une Quand victoire. tu vas jouer à Rochefort-du-Gard à 21h, tu rentres à 2h du matin chez toi. C'est ça. Donc, il y a des fois, on ne peut pas l'éviter, mais en tout cas, c'est vrai que, ou même vous êtes invité, vous êtes chez des amis, avec vos parents, vous avez bien vu, des fois, voilà, vous vous amusez, quand vous rentrez, vous êtes excité, vous avez l'impression de ne pas avoir sommeil, alors que
crever en soi, mais c'est vrai que le corps continue d'être stimulé et c'est vrai qu'on a du mal à revenir au calme. Donc c'est pour ça que l'ambiance de la chambre, etc., ça peut vous aider à tout de suite un petit peu vous préparer au sommeil. Alors c'est vrai qu'on dit par exemple que une petite heure avant d'aller se coucher, il faudrait que l'ambiance de la maison, déjà voilà, on n'éclaire pas les gros plafonniers, on met plutôt des lumières tamisées, pas trop de choses qui est bruyantes. Voilà, déjà on commence à mettre un peu en condition le corps pour lui dire bon on approche de l'heure du coucher, on laisse un peu redescendre tout ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, voilà, bien sûr, les habitudes alimentaires saines. Donc là, c'est ce qu'a expliqué Erwan tout à l'heure, donc je ne reviens pas du tout. Mais voilà, vous savez que du coup, tout ce qu'on va manger, surtout le soir, peut nuire à votre sommeil. Bon, du coup, sur les 10 points, ça peut être sympa voilà, que vous regardiez chacun si vous avez des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes et de faire un peu le point. Moi, je sais que ça m'a permis de me remettre un peu en attention sur certaines choses que du coup, pour essayer d'améliorer le sommeil, ça peut aider. Ça vous va, les garçons? Ils sont timides. Je screen pour voir après. Ouais, Ah. j'essaie de le mettre en ligne si je peux, le diapo, mais pour les je sais pas si... Je n'ai pas entendu la question. Oh non, juste savoir si tu vois, de t'amuser peut-être à faire sur les 10 points, sur les 10 bonnes habitudes qu'on vient de voir, si toi du coup tu en as certaines que tu fais déjà ou s'il y a des choses sur Ouais. Non mais déjà, regarder l'heure là, la nuit, c'est vrai que c'est stressant. Des fois tu te dis mince, ce soir je m'endors tard et tout, et tu penses à plein de choses. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques points où... Voilà. Moi déjà j'évite les siestes. T'évites quoi, pardon? Les siestes. Les siestes? Bon, ça va. La drogue et l'alcool, c'est pareil. Bon, ça va. Ouais. Non, par contre, vous le savez, ça, on en entend beaucoup parler. Le fait de s'endormir avec les écrans, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est vrai que même si on a eu le téléphone pas longtemps avant d'aller se coucher, mais c'est vrai que juste avant d'aller vous coucher, Quand tu regardes la télé, tu finis. vous prenez un petit livre. Des fois, il faut 5 minutes de lecture, juste histoire de reposer un peu les yeux et de revenir un peu sur un truc plus calme qui sollicite moins. Parce que les écrans, il y a cette fameuse lumière bleue là, qui est vraiment qui est pas bonne, quoi, qui est nocive. D'ailleurs, il y a des lunettes pour aussi, mais bon. Moi, je respecte pas trop ça. Le soir, je me couche avec mon téléphone. Ouais, mais je pense que tu n'es pas le seul. On est tous un peu concernés par ça. Après, il y a moi, je sais que sur mon téléphone, j'ai un truc pour enlever la lumière bleue et un mode nuit. Moi aussi. Hein. Et ça, Oui, mode nuit. Ça met Instagram en noir, ça met tout comme ça, et du coup, c'est moins. Ouais, la mode Oui, sombre. moi aussi, j'aime bien ça. J'ai le truc de mettre en noir. Non, c'est pas mal, ça, moi, je le fais. Mais après, juste un petit truc que je me rends compte maintenant, en fait, à mon âge, c'est que je pense, j'ai pas beaucoup vérifié par rapport à ça, mais je suis quasiment sûr que le sommeil, ça va avoir un impact sur votre taille, en fait, sur votre croissance. Comme l'alimentation. Je pense que vous avez peut-être pas, enfin peut-être vous savez pas, mais la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus grande, par exemple, que celle d'il y a un siècle ou celle d'il y a 2 siècles. On est beaucoup plus grand maintenant. Mais aujourd'hui, on a plus accès à la nourriture, on mange beaucoup plus, on mange mieux, on en grande quantité. Et je pense que ça aide à développer le corps. Et sur le sommeil, par exemple, moi, je vois beaucoup d'élèves à mon collège qui ne dorment pas beaucoup, qui sont toujours fatigués, qui ont les écrans tard. En plus, c'est des élèves un peu plus compliqués qui n'ont pas forcément les parents qui vont suivre. Et en fait, ces élèves-là, ils sont déjà énervés quand ils dorment mal, quand ils dorment pas beaucoup. Et en plus, il faut pas beaucoup grandir. C'est des élèves qui sont plus petits que la moyenne. Et moi, je suis quasiment sûr que si je fais 1m90, c'est un grand parti. Parce que pendant que j'étais au collège, ma mère, elle me mettait une heure pour dormir, elle m'obligeait à dormir à telle heure. Et c'est de plus en plus souple avec les années. Au début, c'était, je sais pas, c'était 9h, après 9h30 ou quoi. Mais je suis sûr que, pourtant, c'était des années où j'étais dans mon lit et j'arrivais pas à m'endormir. Pendant 1h, 1h30, j'étais là, je tournais, je savais pas quoi faire. Et je suis sûr que ça m'a aidé à développer mon corps, en fait, parce que pendant le sommeil, le corps, il va se développer. Et je pense que c'est pour ça que vous avez vu qu'on vous dormez plus quand vous êtes plus petit, en fait.
plus on va grandir, plus on vieillit, moins on dort. C'est pour ça qu'un adulte, en fait, il peut dormir 7 heures, 6 heures, il ne va pas être fatigué. Parce que son corps ne se développe plus, en fait, il est tout. Mais un enfant, il dort beaucoup au début. Un bébé, enfin un marais doit le voir, Océane, elle doit dormir je ne sais pas combien d'heures par jour. Et après, de moins en moins, et vous dormez de moins en moins aussi. Parce que je pense que le corps, il va se développer pendant que vous dormez. Donc, je pense que si vous voulez votre corps, en tout cas, il récupère du sport et il se développe bien, il faut beaucoup dormir jusqu'à vos 16-17 ans, en fait. Et vous verrez qu'après, en plus, plus vous avez bossé, le sommeil viendra vite. Moi, maintenant, en un quart d'heure, je m'endors parce que, avec le sport ou avec les heures qu'on va faire sur les cours, on est fatigué, on s'endort de suite, en fait. On va pas tourner. Voilà. Juste Marie, à la limite, parce que je ne sais pas si vous arrivez à vous concentrer encore là ou ça c'est plus compliqué Non, c'est bon, c'est bon. info. C'est juste que je suis crevé, moi, c'est pour ça, mais. Mais par Ah. contre, Erwan, j'ai dit, moi, le téléphone, c'est pareil que toi, c'est que quand c'est le week-end. Sinon, ma mère, elle Ah. m'oblige à aller au lit à 9 h le soir. Non, mais moi je te parlais d'heures pour dormir. Moi aussi. Pas forcément le téléphone, c'est que j'avais une heure pour dormir. Mais voilà. Et vous arrivez à vous concentrer, Evan, Palo et tout, il y a beaucoup d'infos après, vous êtes encore. Moi j'ai pris quelques Moi, je notes note, là, hein, de ouais. côté, mais Ouais. on a Marie. fait des captures d'écran du diapo. Ouais. Comme ça, on l'a. On continue Moi comme aussi, ça, j'ai fait ça. pour les calmer un peu, pour les contrats qui se Oui, bien sûr. contre. Ah, mais c'est vrai que ouais, ça nous a appris des choses. Ça quand fait même. une pause, Tu veux peut-être. qu'on fasse une coupure, c'est ça que tu m'as dit? Bah, si tu veux qu'on fasse le jeu maintenant, à la limite, tu vois, ça Allez, défile. ouais, carrément, ça détend un peu. Et après, Allez, c'est parti. Allez, donc le jeu, c'est un quiz où, comme la dernière fois, la mercredi, il y a 4 affirmations. Vous devez Ouais. deviner si elles sont vraies ou fausses. Ok? Tu veux commencer, Marie, ou... Ouais, allez, si tu veux. Attends, je mets juste mon téléphone. Hop. Ok. Allez, numéro. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Allez, numéro 1. À l'âge de 10 ans, on m'a détecté une légère atrophie cardiaque et j'ai dû faire beaucoup d'endurance pour le développer. C'est bon? Ouais. Allez, numéro 2. Avant le tennis, j'ai fait de la danse classique. Et j'y crois pas, ça. Bah, Moi non plus. Ensuite, C'est faux, Mon- c'est faux. mon meilleur classement a été 2,6. Ah, non, tu vois. moi, je pense que Ah, c'est 5-6. ah. Si vous ne me connaissez pas, quand même, je vais être déçue. J'attends voir la prochaine page, je crois. Paolo, tu vas me faire de la peine, je crois. Et Lénie aussi. Non, mais c'est sûr, ça doit être. Et je Oh, vais m'aider pour les faire plaisir. Allez, Je m'aiderai pour faire plaisir. le dernier, j'ai vu mon premier match professionnel féminin pour la première fois il y a 2 ans. Donc en 2018. Ouais. Je pense que c'est vrai. Ouais. Allez, quand vous êtes prêts, c'est bon? Ouais. Je vous donne les résultats. Allez, donc pour la première, est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais. Vrai. Tout le monde dit vrai. Oui, c'est vrai. Donc, Yes. c'est Par vrai. contre, Marie, Oui, j'ai une question. C'est une atrophie cardiaque? c'est ça. Bon, là, c'est que tu as ton cœur, en fait, qui est un petit peu trop petit. Là, donc, c'est un muscle, le cœur, donc qui sert de pompe pour envoyer le sang, etc. Et donc, en fait, il avait une taille un petit peu trop petite, ce qui fait que je m'essoufflais rapidement dans les efforts et que je pouvais avoir une fréquence cardiaque assez élevée. Et j'avais fait un test à l'effort, on avait fait passer un électrocardiogramme et donc on avait détecté ça. Alors, c'était pas une malformation, hein. C'est juste qu'il fallait le faire travailler. La musculation, c'est quoi? On soulève du poids, on fait des tractions, etc. Parce que du coup, on fait gonfler les muscles. Là, comme le cœur, c'est un muscle, en courant, il se développe et il est redevenu en taille normale pour me permettre de vivre normalement. Ah ouais. Il n'y avait pas vraiment de danger, c'est juste que pour faire du sport, ça m'handicapait beaucoup parce que je pouvais pas, j'avais certaines limites, quoi. J'atteignais vite mon plafond, en fait. Voilà. Donc, Ensuite, numéro 2, avant le tennis, j'ai fait de la danse. Faux. Oh. Ah, putain. Bon, alors, c'est vrai, j'en ai fait, mais on va dire j'en ai fait 3 semaines et j'ai arrêté. Voilà. Et tu comptes pas, ça. Ben si, parce que du coup, ma mère, elle avait quand même inscrit pour l'année et j'y suis allée 3 fois non. et ça m'a pas du tout plu. En fait, j'avais, Oh là là. ouais, alors, à l'époque, je parle ça,
Le mini-tennis n'existait pas. Et donc, comme moi, je voulais déjà faire du tennis à 4-5 ans, on m'avait pas accepté au tennis. Et donc, il fallait que je trouve une activité en attendant. Et comme une de mes cousines voulait faire de la danse, j'ai dit, je t'accompagne, je vais le faire avec toi. Mais alors, ça m'a vraiment pas plu. Et il n'y avait qu'une chose à la fin qui m'intéressait, c'était les pas chassés. J'attendais toute la séance que pour faire ça. Donc, c'était vraiment un signe que voilà, il fallait que j'aille vers le tennis. La destinée. Ouais, c'est ça. Allez, mon meilleur classement a été 2-6. J'ai vibré pour faire plaisir, mais je sais pas. Evan, je sais j'ai pas. pas entendu. Je pense pas. Non, ça a été 4-6. Oh, je 2-6, vais c'est pas 5-6. Fabio. Comment 2-6, c'est pas Fabio. Je sais, 3-6, non, Fabio? Je sais plus. Ou 2-6. Ouais, 3-6, Fabio. Ouais. Allez, la dernière, j'ai vu mon premier match pro pour la première fois il y a 2 ans. Vrai. Non. Et si, c'est vrai. J'ai été Allez. très longue à m'intéresser au tennis féminin. Et en plus, c'était avec le club. On est allé voir la Fed Cup à Aix. C'était la France contre les États-Unis. Et on s'était vraiment régalé. Ah, voir. Oui, Ouais, c'était voir. cool. Ah, j'ai cru faire. Ah non, je n'ai jamais fait de match pro. Non, d'aller voir. Ah oui, en un gros, match, voir, moi je croyais, est-ce que j'ai déjà vu? Enfin, non, ouais, non, ok. Non, non, être allé voir vraiment un match professionnel en fait, du circuit. Bon, personne n'a fait un sans faute alors. Ah non. Non. Quel est le meilleur résultat? 2 sur 4? 3. Ouais, j'ai 2, moi. Ah, 3 sur 4. Ah, bah, c'est pas mal. Allez, à toi, Erwan. Ok, du coup, bon, moi je les avais notés pour pas les oublier, donc vous avez les 4 en même temps. Elles sont à l'écran. Donc, premier, c'est quand je me suis pété le poignet, j'ai pas joué 7 mois en fait, de août à mars. Et j'ai repris. Et genre, quelques jours après, j'ai fait mon premier match et j'ai gagné le premier match que j'ai joué. Donc, question 1. Je Question crois que 2. tu as déjà dit un truc comme ça, je crois. Peut-être. Ça me dit. Question 2, du coup, quelques jours après ma reprise, donc après le premier match en tout cas, genre c'était la semaine d'après, j'ai joué à Romina au tournoi. J'ai gagné mon premier tour, j'ai joué 3 heures le premier tour et derrière j'ai gagné à 15-2. J'ai fait ma perf une semaine après la reprise. Oh, ça va être difficile, celle-là, je crois. Après, c'est pas sur du tennis. Donc, au lycée, à Tarascon, j'étais au lycée et il y a une prof qui jouait au tableau. Et j'étais jeune et voilà, je l'ai poussé dans un couloir et après je me suis enfui. Pas du tout. J'étais à un âge où je me cherchais. Voilà. Et du coup, j'ai été convoqué dans le bureau du proviseur avec ma mère à cause de cette prof. Ok, moi j'ai toutes mes réponses là. Je suis sûr que je vais avoir juste. Enfin, non, je vais avoir juste, mais. Je suis sûr qu'elle a tendu un petit piège pour nous faire croire que c'est vrai, en fait, depuis tout le début, c'est faux. Peut-être. Je suis sûr que c'est ça. Alors, la première, j'ai pas joué 7 mois et quand j'ai repris, c'est vrai. J'ai repris le mardi ou le mercredi et le dimanche on jouait en équipe et j'ai gagné. C'était à Carpentras, je me rappelle. Deuxième, est-ce que j'ai perfait à 15-2 après le deuxième tour? Alors? Moi je dis vrai. Vrai. Non, c'est faux. J'ai gagné mon premier, j'ai gagné mon Je premier lèverai tour pas en un peu 3 le heures. R1 là. Attends, c'est un piège. J'ai gagné mon premier tour en 3 heures là contre un gars du club. Qui d'ailleurs est monté, donc du coup ça m'a fait ma perf. Et par contre, j'ai joué Yanis Fer, parce que tu connais Marie. Je m'entraîne avec lui maintenant en château des fois. Si, oui. Qui est à 15-2, qui est à 15-1 maintenant. Là, et j'ai pris 2 et 2, je crois. Il joue bien. Donc ça, c'est faux. Au lycée, est-ce que j'ai poussé ma prof d'espagnol? Non. Non. J'y crois pas, ça. Oui, c'est vrai, non? Moi je dis vrai, mais. Ah ouais, je dis faux moi. Ouais, c'est vrai, je pense. Non, c'est faux. Ouais, Je l'ai pas poussé, mais elle a dit que je l'avais poussé. Elle a fait un rapport, elle a inventé un truc comme quoi, parce qu'en fait, on s'entendait pas, on s'engueulait tout le temps. Et elle a fait des rapports comme quoi je l'avais agressé dans un couloir, je l'avais poussé et tout. Et voilà. Je suis pas avec la directrice.
Et du coup, par contre, à 4, j'ai été convoqué Ouais. en bureau. Ouais. Ah ouais, Mais oui, du coup, oui, oui, ça semble logique. Ouais, Du c'est coup, ça vrai. faisait. C'est vrai. J'ai été convoqué. Mais en fait, j'ai pas été convoqué pour ça. J'ai été convoqué pour autre chose avec ce prof. Et j'ai réussi à changer de prof après. En fait, du coup, ils m'ont passé dans un autre groupe d'espagnol et j'ai changé de prof. Et voilà. Mais c'était une folle. Voilà. Du coup, je vais tous piéger. Hein. Pierre, ouais, Pierre, Ouais. ouais, Ouais, mais on pouvait croire que c'était faux, chérie. Allez, voilà. on va continuer. Du coup, ouais, c'était activité physique du coup après. Allez, super. Donc, au niveau de l'activité physique, bon, bien sûr, ça a des effets positifs sur le système cardiovasculaire. Ça permet le maintien ou la perte de poids et ça limite donc deux phénomènes, l'ostéoporose qui est la perte osseuse et la sarcopénie, c'est la fonte musculaire. C'est vrai que notamment, voilà, comme Erwan le disait tout à l'heure, voilà, quand on est blessé et que bon, malheureusement on ne peut pas faire l'activité qu'on a l'habitude de faire physiquement, ben, c'est vrai qu'on peut vite perdre du muscle. C'est long à gagner, mais ça se perd très rapidement. Et c'est vrai que des fois, c'est pour ça que maintenant, heureusement, par exemple, quand les gens subissent des opérations ou quoi que ce soit, on leur fait tout de suite attaquer la rééducation et ça permet de limiter voilà, cette fonte musculaire. Donc, bien sûr, l'activité physique a des effets sur le mental, hein, donc des effets psychologiques. On dit que voilà, 3 fois par semaine, si je fais 30 minutes de sport, je vais produire des endorphines, de la dopamine et de la sérotonine. Voilà, donc ce sont des hormones de bien-être. Donc ça, c'est très important parce que du coup, c'est vrai que dans une semaine où on a du stress, de la fatigue, des occupations, etc., le fait de pouvoir un peu se libérer l'esprit en faisant du sport, voilà, ça permet d'améliorer notre état de bien-être et de sérénité. Donc, au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc là, il y a 3 tranches d'âge en fait. J'en ai gardé que 2, moi, les 5-17 et les 18-64. Donc pour les 5-17, donc ça c'est votre tranche d'âge à vous. Donc à l'intérieur, ça comprend les jeux, les sports, les déplacements d'hiver, l'éducation physique et les tâches quotidiennes. 60 minutes par jour à intensité modérée ou soutenue, c'est ce qui est conseillé. D'accord? Donc tout mis bout à bout. Donc je pense que ça c'est quand même vraiment assez facile à faire dans une journée lambda quand vous prenez le bus, que vous allez marcher dans votre collège, quand vous allez faire le sport avec le collège, quand vous allez venir faire vos entraînements de tennis ou entre vous, entre copains, quand vous allez jouer. Je pense qu'on y est largement sur les 60 minutes. Après, c'est plutôt l'intensité et le type d'activité. C'est vrai que pour avoir des bénéfices, c'est beaucoup les activités d'endurance qui sont importantes dans votre catégorie d'âge. Et donc, si on peut, c'est d'essayer de faire 3 fois par semaine l'activité à une intensité soutenue. Donc là, ça aura plus de bienfaits. D'accord? Donc, vous, en plus qui êtes sportif, voilà, là, on parle, on va dire, de la personne lambda qui n'est pas forcément très sportive hein, et qui a déjà une activité quotidienne. Après, quand on est sportif, on peut en faire plus. Ça, c'est le minimum qu'on vous demande. Et je pense que rien qu'avec votre activité collège et ce que vous faites chez vous, vous avez largement votre heure d'activité par jour. Donc après, il faut la renforcer et rajouter encore des activités supplémentaires. Pour les 18-64, donc pareil, ça englobe les loisirs, les déplacements, l'activité professionnelle, les tâches ménagères et les sports et exercices planifiés. Alors, ils disent 2h30 par semaine d'activité d'endurance modérée à soutenue. Après, j'ai vu d'autres chiffres hein, où il y en a qui conseillent un petit peu plus, il y en a qui mettent en 30 minutes par jour, il y en a qui, bon, je pense que après, c'est surtout un peu l'intensité et la régularité. Si vous faites une semaine où vous faites rien et que la semaine d'après, vous faites 3 heures, 4 heures et qu'à nouveau, après, vous ne refaites rien, voilà. Les bénéfices, c'est vraiment quand on arrive à se tenir sur quelque chose. Donc, des fois, il vaut mieux peut-être avoir un programme plus léger au départ et de le faire progressivement augmenter. Et puis après, de voir que un effort, il faut quand même qu'on aille un petit peu plus dans nos réserves. Donc, si on voit que c'est facile, si on voit qu'on n'est pas essoufflé, si on voit qu'on a encore beaucoup de
de ressources, c'est dommage de pas voilà, de pas rajouter un petit peu, d'en faire plus longtemps ou à plus forte dose. Voilà, donc ça après c'est chacun. Bien sûr, là, il parle de l'activité physique en général. Après, pour le tennis, bien sûr, il y a des exercices spécifiques pour travailler des qualités de rapidité, de vitesse, de coordination. Eux, ils parlent dans le sens général de l'activité physique. Après, chaque sport va individualiser quelle qualité il veut développer. Voilà, mais je pense que là, en tout cas, on est tous dans la partie active. Je ne pense pas qu'on soit inactif de ce côté-là, mais voilà. Après, vous savez que vous pouvez bien sûr vous faire un petit programme, mais l'essentiel, c'est d'être rigoureux et d'essayer de s'y tenir voilà, sur du long terme, pour que ça soit efficace. Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ça? Evan? Non. 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 Bon, vous y êtes. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que vous bougez quand même. Vous êtes des générations. Voilà, même si on dit que vous êtes les générations technologie, téléphone et console, mais après, je pense quand même que vous avez dans votre planning, hormis en ce moment le confinement, on parle en général, mais quand vous avez votre journée type au collège, je pense que vous bougez quand même. Ouais. Mais moi, j'avais vu Valentin, ouais, pardon. ça va? Pardon, comme je le vois. Attends. Ça va, Valentin? Tu as suivi? Attends, t'as ton micro qui est coupé, Valentin. Du coup. Je l'avais coupé pour que ça fasse de bruit. Ouais, ça va, oui. Bon. Du coup, tu prends un cours de Moi, route. j'avais vu une petite statistique intéressante. Par rapport, du coup, Marie me faisait penser en parlant de notre génération. Mhm. La génération qui est aujourd'hui, elle est comme dit Marie, elle est beaucoup plus douée sur les écrans parce que c'est présent par rapport aux générations d'avant, qui il n'y avait pas ça, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas forcément de téléphone. Donc du coup, c'est une génération qui va apprendre plus vite, qui va être beaucoup plus, enfin, qui est plus développée peut-être intellectuellement pour l'apprentissage. Par contre, c'est une génération qui est moins à droite. La génération précédente, en fait, elle est beaucoup plus coordonnée, beaucoup plus à droite que la nôtre. Ça veut dire que par exemple, ils avaient fait des tests en fait. Ils avaient mis un enfant, je crois que je ne sais plus quel âge avait l'enfant, je crois que c'était 8 ans. Un enfant de 8 ans qui devait attraper une balle qu'on lui lançait. La personne se mettait à 20 mètres de lui, en fait, on lui lançait une balle, du coup à 20 mètres. Et en fait, il y a une génération, donc il y a une génération, je crois c'est sur 30 ou 40 ans, Marie, je ne sais plus comment ça marche, les générations. Je crois que Donc on va... 30 ans, je crois. Voilà, un truc comme ça. Mais donc on va dire par exemple en 1980, sur un enfant de 8 ans, en fait, il y avait 70% des enfants de 8 ans qui attrapaient la balle qu'on leur lançait à 20 mètres. Ils ont refait le test du coup il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, et maintenant il n'y a que 18 enfants, donc 18% des enfants qui attrapent la balle. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 4 fois moins d'enfants qui attrapent la balle qui réussissent au test. Donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on a une baisse de la coordination parce qu'on a une baisse d'activité physique. On est beaucoup plus sédentaire, même les métiers d'aujourd'hui c'est beaucoup plus dans des bureaux, beaucoup plus assis, beaucoup plus devant un écran. Donc on est meilleur à ça, mais en fait on est moins développé physiquement, on est moins coordonné. Et ça se travaille dès le plus jeune âge. C'est pour ça que les enfants qui vont moins jouer dehors, qui vont moins être actifs, en fait, ils ont moins de potentiel. Et c'est dommage, et c'est à vous de continuer à passer du temps pour bouger, quoi, je pense. Mais voilà, après c'était 3 parties. Après, c'est un peu plus rapide que j'avais noté des petits trucs, mais c'est un peu plus rapide. Attends, juste ça. Hop. Mais du coup, sur la récupération de l'activité physique, dites-vous qu'en fait, ça va être important parce que ça vous permet deux choses. Ça vous permet premièrement d'éviter des blessures, de bien récupérer. Et deuxièmement, ça vous permet en fait de récupérer plus vite, donc en fait de pouvoir plus vite repartir à une activité physique et en tout cas de la faire à plus haut niveau. C'est-à-dire que si vous récupérez mal, en fait, vous allez faire une activité physique par exemple à 60%. Si vous récupérez beaucoup mieux, vous allez faire une activité physique à 90% de vos capacités. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important. Vous allez avoir des meilleures capacités, notamment quand vous allez arriver dans des périodes de tournoi. Si jamais, je sais pas, vous partez une semaine faire que des tournois, si vous enchaînez les matchs, vous devez récupérer bien entre les matchs, sinon vous allez avoir une baisse de vos capacités, vous allez vous blesser peut-être. Donc du coup, pour ça, je vous conseille de faire, j'ai noté 4 petits conseils. Premièrement, c'est de vous échauffer avant chaque séance de sport. C'est important, mais il faut savoir pourquoi. Quand vous allez vous échauffer, vous allez déverrouiller le corps. Le corps, il est raide, surtout le matin. Votre corps est raide, vous avez
placé, où on est vraiment raide. Et en fait, le fait de déverrouiller, ça vous permet, enfin, le fait de vous échauffer, ça vous permet de déverrouiller le corps, d'être un peu plus ample, de pouvoir aller plus loin dans vos mouvements et d'être plus détendu. Et en fait, ça va aussi vous permettre d'attaquer l'entraînement ou le match à un meilleur niveau. Quelqu'un qui est échauffé par rapport à quelqu'un qui n'est pas échauffé, il va avoir de meilleures capacités physiques dès le début de l'effort, en fait. Si vous n'échauffez pas, vous allez mettre peut-être 20-30 minutes à atteindre votre niveau physique habituel. Et du coup, pendant un match, bah, ça peut être 3 jeux, 4 jeux, 5 jeux qui sont perdus ou qu'on passe à un moins bon niveau. Donc en fait, on peut se compliquer le match parce qu'on n'est pas prêt physiquement, en fait. Donc c'est important. Et je pense qu'il faudra qu'on voit avec Marie, mais j'aimerais bien qu'on. Je ne sais pas si on tourne une vidéo, si on tourne un truc comme ça, mais mettre un protocole d'échauffement en fait que vous devez reproduire en fait. Et si vous avez un truc qui est tout fait en fait selon votre âge, bah, en fait vous savez ce qu'il faut faire avant chaque entraînement ou avant chaque match et vous pouvez le reproduire. Et comme ça, ce serait bien que je pense que chaque joueur ait sa routine d'échauffement. Comme ça, vous avez juste à le reproduire comme moi j'ai la mienne en fait. Et deuxièmement, du coup après l'activité physique, bah, il faut penser à la récupération. Donc pour ça, c'est important de s'étirer en fait pour améliorer, entretenir donc, ce qu'on appelle l'amplitude musculaire. Donc c'est votre souplesse. Si votre muscle il peut faire tel niveau d'effort, il peut aller à 10 cm parce que vous êtes tout raide. Si vous développez votre amplitude parce que vous allez vous assouplir, donc du coup pour aller beaucoup plus loin dans votre geste, bah, votre muscle il sera beaucoup plus ample en fait. Et c'est de la souplesse. Et en fait, ça va se travailler du coup, pour les étirements. Et c'est important dans notre sport d'être souple, en fait, d'avoir un geste où on peut aller loin dans son geste avec le muscle, parce qu'on a un sport, on a besoin d'avoir l'amplitude avec notre raquette dans notre gestuelle, quoi. Donc c'est important d'être assez souple. Et voilà, les meilleurs joueurs actuels, ils sont très souples. C'est pas pour rien que Djokovic, qui est un des meilleurs joueurs actuels, il est capable de faire le grand écart dans tous les sens sur le terrain, et Nadal aussi. Enfin, ils sont tous des joueurs très souples, c'est une qualité qui est importante. Peut-être plus que dans d'autres sports, plus de contact. Et du coup, ça vous permet aussi de mieux récupérer en fait. Quand vous allez vous étirer, en fait, ça va activer un peu la circulation du corps. Le sang, il va mieux circuler, l'oxygène va mieux circuler, les nutriments vont mieux circuler. Ça vous permet de réactiver la circulation du corps, donc de mieux récupérer parce que votre corps va après entamer un peu un protocole pour guérir, après les petits chocs physiques. Et surtout, ça va enlever des douleurs. Quand on est raide, quand on a mal au dos, c'est qu'on est raide parce qu'on ne bouge plus. Donc en fait, c'est important de bouger, de s'étirer, de bouger parce que du coup, le corps va se déverrouiller et va circuler. Et les deux derniers petits points, c'est un peu le côté médical. Je pense que le suivi médical il est important quand on pratique du sport, surtout enfin, l'ostéopathie c'est important. Et c'est pas, vous voyez pas la médecine comme quelque chose qu'il faut faire que quand on est malade en fait. Quand on est malade, c'est quand on a des symptômes, c'est une conséquence. Mais la cause, ça va être parce qu'on est raide ou parce qu'on mange telle chose ou parce qu'on fait telle chose qu'il faut pas faire. Et c'est pour ça qu'il faut un peu ce qu'on appelle soigner la bonne santé. Quand vous allez moi, comme Marie, je vais chez l'ostéopathe 3-4 fois par année, alors que pourtant, je suis pas blessé, j'ai pas de douleur. Ou j'ai juste une petite raideur à la limite. Mais c'est juste pour en fait qu'il continue à entretenir cette bonne santé. Et quand je l'entretiens, cette bonne santé, bah, ça m'évite de me blesser, d'avoir des raideurs, d'avoir des douleurs. Donc en fait, je vais entretenir un peu mon corps. Et je vais développer un peu mon corps. Et bah, Marie et moi, par exemple, notre corps, c'est notre outil de travail. Si on est blessé, qu'on a un genou qui est pété, je ne vois pas comment on va donner des cours et on ne peut pas travailler en fait. Et c'est important. Du coup, dernier petit point, juste par rapport à ça aussi, cette récupération, c'est en fait de vous faire masser ou de vous masser vous-même régulièrement. Ça va accélérer votre récupération, pareil, parce que ça va booster la circulation du corps. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui se font masser tout le temps. Je vois toutes les semaines, ils se font masser pratiquement tous les jours. Et je regardais, c'était un boxeur, je ne sais plus quel boxeur, il mangeait, il se faisait masser le ventre en fait. Et le fait de se faire masser le ventre après manger, en fait, ça accélère la digestion et il digérait beaucoup plus vite. C'est important parce que le fait de vous masser, d'activer des points dans votre corps, on va booster le corps, il va aller beaucoup plus vite, on va un peu l'améliorer entre guillemets. Et surtout, en fait, quand vous avez des tensions, par exemple, dans le dos, dans les épaules ou dans le cou, bah, ça va les déverrouiller ces tensions, ça va les enlever. Ces tensions, elles peuvent se transformer en blessures quand on ne va pas les traiter. Donc, c'est important de se masser soi-même avec la main. Je sais pas, moi, j'ai mal des fois à la cuisse, bah, on va se masser un peu la main, on va mettre du froid dessus. On a une balle, je sais pas, on prend une balle sous le pied, on se met contre un mur, on met une balle entre le mur et soi, entre le mur et le dos, pardon. On peut se masser. Moi, je me suis acheté un rouleau de massage là, en plastique dur et je me passe dessus. Et il y a 3-4 fois par an où je vais dans un institut, je me fais masser. Et en fait, c'est un investissement parce que je vais payer pour ça. Mais ça va préserver mon corps, ça va m'empêcher de me blesser et ça va améliorer ma récupération. Je vais être plus performant. Donc en fait, je vais investir un peu, mais ça va me passer un moment de détente en fait parce qu'on se détend aussi pendant le massage et ça va m'aider à des choses en fait. Donc je pense que c'est important et honnêtement, là dans les 4-5 jeunes qu'il y a là, qui s'échauffe et s'étire avant et après le sport? Moi, je ne m'étire pas, mais je m'échauffe. Mais... Okay. Attends, les micros sont coupés du coup, je vais te parler. Moi aussi.
Je m'échappe, mais je m'étire pas forcément. Moi aussi. Après, Ouais, quand j'avais pareil. des blessures, Hum, je m'étirais souvent parce que c'est ce qu'il y avait à faire. Et pareil, quand je m'étais pété un os du poignet, pour la rééducation, genre au bout de 4 mois, je mettais une balle dans ma main et je l'appuie dessus pour mon os se réhabituer. Pour mettre de l'amplitude, ouais. Moi, quand je m'étais pété la main, elle bougeait de 2 centimètres. J'étais raide. Mais, et ok, après, quand on est un enfant, en général, on est beaucoup plus malade, on est beaucoup plus souple, on est mou en fait. Enfin, on n'est pas mou, mais on est beaucoup plus chewing-gum qu'un adulte parce qu'on est ben, justement on est raide un peu plus naturellement, on va dire, parce qu'on bouge beaucoup en tout cas, je pense. Je pense qu'on commence à être plus raide quand on va bouger moins, quand on va arriver vers 18-20 ans, on va être un peu plus sédentaire, on va moins faire de sport, on va pas trop bouger, on va être sur une chaise et c'est là qu'on est raide. Mais c'est important quand même de développer votre souplesse. Moi, ça m'a aidé. Quand je suis sur le terrain, je suis capable d'aller beaucoup plus loin avec mon bras, de commencer à glisser. Je suis pas au grand écart, mais je suis pas loin. Et ça m'aide bah, quand je suis en défense ou quand j'ai besoin de faire un grand pas sur un battu, par exemple. C'est une aide, on va se développer. C'est important, je pense. Avant tu arrivais à mettre 2 pieds derrière ta tête, j'en sais tu le faisais au tennis. Ah, j'arrive plus maintenant, c'est trop... non, c'est trop compliqué. Quoique, en vrai, j'ai repris. J'ai repris un peu. Là, pendant le confinement, je me fais des séances de yoga. Je vous ai mis le lien là en fin de vidéo. Et ça me déverrouille un peu les jambes. Je suis beaucoup plus souple et je pense que je suis pas loin de le refaire. Mais je me rappelle, je mettais les deux jambes et j'arrivais à marcher avec les mains. Ouais. C'est drôle. Du coup, il reste juste deux petits points avant qu'on finisse. On avait aussi parlé la dernière fois du coup de l'estime de soi. L'estime de soi, en fait, c'est important. Ça va vous faire vous sentir bien avec vous-même dans votre tête, en fait. Et je pense que la tête et le corps sont liés. Quand on se sent bien dans sa tête, on a une bonne santé avec le corps après. Je pense enfin, vous l'avez vu, on est tous différents, on a tous des personnalités différentes, des traits de caractère différents, on est tous plus ou moins timides, colériques, travailleurs ou pas, enfin, c'est des personnalités. Et votre personnalité, vous allez comprendre de plus en plus dans les années qui vont venir, mais elle va se développer en fait par l'influence des personnes qui y a autour de vous. On s'influence tous. Bah, Marie et moi, qui vous parlons depuis une heure, qui vous voyons toute l'année, on va vous influencer. Mais on va moins vous influencer pendant votre enfance que votre famille, avec qui vous vivez, et qui vont tout vous apprendre. Vous arrivez au monde, vous savez rien, vous savez rien faire, vous savez rien dire. Mais en fait, c'est un peu, je sais pas, comme un livre qui est vierge, qui n'a rien en lui, et on va vous apprendre des choses. Et c'est votre famille qui va commencer à vous éduquer parce qu'elle est tout le temps avec vous, qu'elle va vous apprendre des choses. Et du coup, vous faites confiance. C'est pour ça que vos parents là, ont beaucoup d'influence sur vous. Après, il y a aussi l'école qui va commencer à vous influencer, vos amis, le sport, ce que vous entendez à la télé, ce que vous lisez dans les livres, ça vous influence. Et je pense, essayer de répondre à cette question, là, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Est-ce que, est-ce que le fait d'arriver à l'école et de commencer à avoir des amis et d'arriver à l'école, vous allez vous conformer? En fait, vous conformer, c'est en fait essayer de faire comme les autres. Par exemple, je sais pas si je vois que j'ai 4 amis qui sont de telle façon que eux, ils vont faire telle chose, je vais essayer de faire comme eux pour en fait leur ressembler. Est-ce qu'on a un peu vous comprenez un peu ce petit truc de s'adapter en fait, de se conformer au groupe, et en fait, ça va nous permettre d'être acceptés en fait. Et ça, c'est pareil, c'est notre personnalité qui va se développer en fait. On va se conformer aux gens. Moi, quand j'arrive au club, quand j'ai commencé à donner des cours, bah, j'ai dû me conformer au métier de prof en fait. Et votre vie, c'est ça en fait. Vous avez, on dit qu'on a plusieurs casquettes. On a la casquette de moi quand je suis pareil, quand je donne un cours, je suis pas pareil, quand je joue, je suis pas pareil, quand je suis avec ma famille, je suis pas pareil. On a un peu pas des personnalités différentes, mais on va s'adapter en fait. On va s'adapter à la situation, mais on va se conformer un peu au truc et votre personnalité va se développer. Et du coup, juste le dernier petit truc sur ce point, je pense que du coup le sport il va influencer sur votre personnalité parce qu'en fait vous allez apprendre des valeurs qui vous apprendre, qui vont être utiles dans votre vie. Marie et moi, quand vous arrivez, vous êtes des enfants. Moi, quand je suis arrivé au club, j'étais un enfant, là, j'avais 10 ans, voilà, j'étais un jeune comme vous avez pu l'être. Et bah, après, petit à petit, on devient des hommes, on devient des femmes, mais on se développe. Et le sport va nous aider à ça, vous apporter des bonnes valeurs. Moi, je pense que dans ce sport, pour bien exercer ce sport, pour bien progresser, il y a plusieurs valeurs qu'il faut avoir, plusieurs traits de caractère. Il faut être passionné, je pense, pour avoir la passion de continuer année après année à être dedans. Et bah, c'est ce qui fait que Marie et moi, on continue à faire ce métier-là parce on est passionné par ce sport. Il faut être travailleur parce que bah, comme tout sport, comme tout ce qu'on va faire dans la vie, bah, on va l'apprendre au fur et à mesure des années. Donc, il faut être patient, il faut être travailleur pour bosser. En compétition, il faut être combatif pour avoir envie de gagner, pour avoir envie de se battre et de continuer année après année aussi. Et il y a une partie de calme aussi. Je pense que si on n'a pas ces traits de caractère-là, bah, c'est compliqué de réussir dans ce sport. Mais par contre, ces traits de caractère-là, ils se développent. Vous allez être beaucoup plus calme au fur et à mesure des années, vous allez être beaucoup plus travailleur, beaucoup plus combatif, mais parce qu'on influe pour que vous le soyez aussi avec Marie. Et c'est ce qui fait que du coup, on va vous influencer. Et du coup, je disais juste la pire chose qui puisse vous arriver, je pense,
c'est de ne pas atteindre en fait vos capacités maximum. On va pas tous être, il y a très peu de personnes qui vont être pro, il y a très peu de personnes qui vont être moins 15 ou 0 ou quoi, mais on a tous un potentiel maximum, un niveau maximum qu'on peut atteindre dans notre vie. Et je pense que le pire truc qui peut arriver, c'est de ne pas atteindre ce niveau parce qu'on va pas assez travailler ou parce on va arrêter ce sport parce que justement, on a mal géré nos émotions en fait. Mais c'est important vous pouvez tous atteindre un niveau maximum. Là, vous avez 10 ans, 12 ans, 14 ans, vous êtes à 10%, 15% de votre niveau maximum. La carrière d'un sportif, elle est longue. Hein. On va tous apprendre. J'ai 20 ans, j'apprends énormément de choses. J'apprends beaucoup plus de choses que je pense que quand j'en avais. Parce que je passe plus de temps en fait et je comprends plus les choses. Mais plus on va le faire tôt, plus on va se développer. Et ça va durer encore. On apprend tous des choses au fur et à mesure. Et c'est pas, il ne faut pas se dire à 18 ans, il faut que je sois tel classement, sinon j'ai raté. C'est long une carrière. Fabio, il le dit, il joue beaucoup mieux maintenant à 26, je crois, à 26 ans, qu'à 18 ans, 19 ans. Alors que pourtant, il n'a que 2 classements de plus, mais parce qu'il a compris plus de choses. C'est long une vie. Vous avez le temps. Quoi. Est-ce que vous avez, juste avant qu'on passe à l'autre point, est-ce que vous avez des petites remarques sur ça Non. Non, c'est bon. Ça va? Ok. Ou si tu voulais intervenir, Marie, peut-être, je sais pas. Non, mais du coup, c'est bon. Écoute, il n'y a pas de souci. Enfin, tout ce que tu as dit, ouais, non, c'est parfait. J'ai surtout peur que ça coupe. Alors, du coup, si tu me vois quitter, que j'ai plus de batterie, je suis désolée. Au cas où, voilà, pour tout le monde. Du coup, juste la semaine prochaine, on fait pareil, mercredi, les mêmes horaires, tout ça? Ouais, je pense qu'on peut faire pareil on a poussé pour que tout le monde puisse le faire. Après, Moi, on le se tient mercredi, au je n'ai pas courant bossé. sur le Ouais, thème. Ah oui, sur le parce que thème toi, et tout. tu ne bosses pas, donc ça va. Oui, on Non, se mais tiendra au je bosse courant. pas le mercredi au collège, moi, normalement. Donc, Bon, mais nickel. du coup, dernier petit thème qu'on va traiter avant de finir, c'est la vie sociale, en fait. La dernière fois, on avait parlé mercredi. La vie sociale, c'est un peu votre rapport aux gens, en fait, votre façon de communiquer avec les gens. Et en fait, c'est important parce que je pense par rapport au vécu que j'ai, par rapport aux expériences que j'ai pu avoir, je pense qu'on communique mal en fait dans notre vie, dans notre monde. Et en fait, le fait de mal communiquer, en fait, on va mal communiquer parce qu'on a un peu peur des fois de se faire rejeter ou un peu peur de l'échec. Des fois, il y a des choses qu'on a envie de dire qu'on ne va pas forcément dire parce qu'on a peur d'être en conflit avec la personne. Il y a plein de choses que j'ai pas dit à ma famille parce que j'avais peur on soit en conflit, parce qu'on est différent, on a peur de dire les choses. Il y a plein de fois où je m'entraînais et j'avais peur de dire les choses à la personne qui m'entraînait parce que en fait, je me suis dit qu'on allait être en conflit, je me suis dit que c'était pas utile de dire ça ou quoi. Et en fait, le fait de garder ça en fait à l'intérieur, ça fait passer déjà un mauvais moment sur le terrain. Et en plus, tous ces trucs qu'on va accumuler, ça va se transformer en problème au bout d'un moment. Ça va, Marie. Ciao. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Ça va couper. Ciao. Désolée. Ciao. Je disais du coup, ouais, moi, il y a plein de fois où je m'entraînais, que ce soit avec Fabio, avec Marie ou d'autres personnes. Je ne disais pas les choses. Par exemple, je sais pas, dans une négatif, j'étais pas d'accord sur le truc, ou j'avais des sentiments que je disais pas ou quoi. Le fait de les accumuler, en fait, quand on arrive en match, du coup, on explose. Et ça, ce qui fait qu'on passe des mauvais moments sur le terrain. Il faut se dire les choses, je pense. Et honnêtement, je vous ai tous eu en cours et je vous ai tous en cours normalement à l'année. Je pense, arrêtez-moi si j'ai tort ou pas, mais il y a plein de fois où vous avez dû avoir envie de me dire des trucs que vous n'avez pas dit. Vous n'étiez pas d'accord avec un exercice, vous n'étiez pas d'accord avec un correctif que je disais, je ne sais pas si je disais Pierre en couloir, que tu fasses comme ça, peut-être qu'il n'était pas d'accord, ou peut-être vous avez une émotion que vous avez pas, et que vous pensiez, mais est-ce que vous l'avez dit? Est-ce qu'il y a des fois où je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des fois où vous ne disiez pas les choses, vous n'avez pas osé dire les choses? Ça avec moi, par exemple avec moi, quand Marie est partie. Vous avez les micros coupés hein, si vous voulez parler. En vrai, je pense pas. Enfin, Ouais. parce qu'en vrai, c'est vous les c'est vous les coachs, donc on vous écoute. Mais après, il y a un terme de confiance aussi entre les élèves et le coach. Mais après, On va développer, ouais. Mais peut-être au début, peut-être justement, c'est intéressant que j'ai la confiance, mais peut-être au début d'une relation entre un joueur et un coach, la confiance, elle n'est pas encore bâtie, tu vois. Moi, je prends par rapport au cas que j'ai. Il y a pas mal d'élèves, peut-être la génération un peu plus grande que toi, tu vois, les Louis, tout ça. Ils m'ont vu en tant que joueur parce que je n'ai pas tellement d'écart d'années avec eux. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à entraîner, tu vois, c'était peut-être un peu plus compliqué à accepter, tu vois. Peut-être que toi, tu m'as vu aussi que je m'entraînais avec ton frère et tout. Du coup, peut-être au début, tu sais, la confiance n'est pas établie de suite et c'est normal, tu vois. Et ça se gagne avec les expériences. Et bien sûr que quand tu vois que ce qu'il va te dire, ce qu'il va t'apporter,
enfin, ce qu'il va te dire, ça va t'apporter des bonnes choses, ça va te faire progresser, tu vas avoir confiance dans la personne, tu as envie qu'elle t'apporte plus, tu veux que ton bien en fait. Mais voilà, après, peut-être ça peut être après des moments forts, après des matchs, ou pendant le match en équipe ou quand on vous coach, il y a un truc que vous pensez que vous n'osez pas dire, ou peut-être au débriefing, enfin, peut-être que je me trompe, en tout cas, ça a pu m'arriver avec les entraîneurs. Bah, du coup, si vous n'avez pas, je vais continuer. Pour finir la vie sociale, j'avais noté que blablabla. Par exemple aussi, on peut avoir des fois peur de se dire des choses, ça peut pas forcément qu'au tennis, entre amis ou par rapport, je sais pas, il y a une fille qui vous plaît, il y a plein de fois, Paolo, là écoute-moi, ça va te plaire, je commence à parler de tes petites copines. Il y a imaginez, il y a une fille qui vous plaît, il y a plein de fois où vous n'allez pas oser y aller parce que vous n'avez pas osé y aller ou dire vos sentiments par rapport à vos amis ou à une fille parce que vous avez peur en fait de vous faire rejeter. Mais ça, je pense que c'est un truc, vous l'avez connu, c'est un truc qui est pas cool à vivre parce qu'on se sent mal et en plus on a peur de se faire rejeter donc on n'y va pas, on fait rien, on se sent faible et c'est pas un sentiment qui est cool. Je pense qu'il faut en fait vraiment vous s'assumer, que ce soit vous ou moi, il faut assumer la personnalité qu'on a et en fait quand on va assumer la personnalité qu'on a, si je sais pas, moi j'ai telle personnalité quand je vais faire telle blague, je vais m'habiller de telle façon, je vais dire telle chose, bah, en fait quand je vais m'assumer, ça va être ma vraie personnalité et après je vais être entouré de personnes en fait qui aiment la personnalité que j'ai en fait. Je vais pas être quelqu'un de faux en fait. Si je veux m'habiller de telle façon et dire telle chose, avoir telle expression et dire, je sais pas, lui j'ai vu que quand on l'insultait, c'était cool, tout le monde rigolait, ben, je vais faire comme ça pour faire rigoler les gens. En fait, ça me ressemble pas et je vais être entouré de personnes qui ne me correspondent pas. Et j'ai pas forcément passé un bon moment. Et ça dans l'adolescence, vous le voyez ça, je pense. Je le voyais quand j'étais au collège ou quoi. C'est un truc on veut se conformer en fait par rapport au groupe. Mais soyez vraiment plutôt la personnalité que vous avez et vous allez être entouré de personnes qui vous correspondent en fait. Et vraiment, n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes et de ce que vous voulez quoi. Est-ce que là les collégiens là, Pierre, Evan, Paul, ça vous voyez un peu ce que je veux dire, le truc de sa personnalité? Ouais, un peu, ouais. Ouais. Evan, je sais pas si tu nous entends Evan. Et ben, Ça vous est déjà arrivé un peu des fois Oui, pardon, j'avais le micro coupé. Ça va. Tu comprends ce que je veux dire? C'était déjà arrivé un peu au collège d'avoir un truc comme ça? Ouais, un peu. Ok. Après, vous allez voir, moi je le comprends mieux maintenant à 20 ans que quand j'avais 18 ans, quand j'avais 15 ans. Vous comprendrez un peu mieux les choses au fur et à mesure des années de votre vie. Du coup, juste pour finir côté sport, je pense qu'une personne qui a des bons rapports, qui communique bien avec les gens, elle se sentira mieux sur le terrain. Donc, vous prenez deux personnes, vous prenez quelqu'un qui ne communique pas, qui est renfermé, qui est introverti, qui n'ose pas parler aux gens, qui garde tout pour lui, il va se sentir mal sur le terrain parce qu'il va avoir des doutes, il ne va pas savoir ce qui est bien pour lui ou pas. Il va passer un mauvais moment, il va s'énerver, il va être frustré et c'est cause par exemple, d'arrêter le sport, d'arrêter la compétition parce qu'on se sent mal. Quelqu'un qui communique bien, qui ne va pas avoir peur de parler avec ses partenaires d'entraînement, avec son coach, avec tout le monde, il va progresser, il va être dans des bonnes choses. Et aussi avec l'adversaire. Je reprends un peu par exemple l'exemple de Paolo là en demi-finale, l'équipe de Paolo en demi-finale en championnat par équipe là. Il y avait des matchs avec l'adversaire où en fait il communiquait pas avec l'adversaire parce qu'en fait l'adversaire annonçait la balle faute, mais Paolo ou Antoine ou Noan la voyait bonne. Et en fait, du fait de pas communiquer avec l'adversaire en fait il disait faute, mais peut-être la balle était bonne, il voyait pas trop le truc, ça allait dans les deux sens. Des fois l'adversaire il voyait la balle bonne, mais elle était faute, il a joué. Et en fait, le Paolo, Noan et Antoine, le fait de pas communiquer avec l'adversaire, en fait, ils se disaient quoi? Forcément, ils se disaient, bah, l'adversaire, c'est un tricheur. Il triche. Et à partir de ce moment-là, ils étaient énervés contre l'adversaire. Et du coup, ils passaient un moins bon moment, ils jouaient moins bien, et ils étaient en conflit avec l'adversaire. Et du coup, ça fait qu'on est en conflit, alors que ça part de rien, en fait, c'est juste une communication. Quand vous avez un doute, parlez à la personne, en fait. Et vraiment, parlez à la personne. Et plus vous le faites tôt, si vous commencez à le faire à 10 ans, 11 ans, 12 ans, et là, vous allez bien communiquer d'entrée. Et vous êtes bien. Moi, j'en avais pas parlé parce que j'avais un peu honte. Mais il y a quelques semaines avant le confinement, je faisais le tournoi de Rognona, là, qui est en février, et j'ai joué un mec au premier tour, là. Le mec, c'était un peu comme ce que tu avais joué, Paul. En fait, le mec, il voyait rien. Il y a des balles à moi qui étaient fautes, il les jouait. Il y a des balles à moi qui étaient bonnes, il me disait faute, et il voyait pas grand-chose, en fait, le mec. Ouais. Et le truc, c'est qu'il arrive en fin de premier set, genre je menais 6-5 ou un truc comme ça, et j'étais à 2-3 points du set, et le mec il m'annonçait coup sur coup 2 balles d'affilée qui étaient fautes. Il m'annonçait faute après la balle était bonne, je voyais que la balle était bonne, j'étais sur la ligne. Et en fait, j'avais rien dit du match, mais là d'un coup, je me suis dit le mec il va tricher en fait.
Et comme j'étais déjà tombé sur les tricheurs avant dans l'année, que j'avais pété des câbles avec des vrais tricheurs, mais lui, le mec, c'était pas un tricheur. En fait, je me suis énervé contre le mec, on s'est embrouillé. Et on s'est embrouillé, on s'est embrouillé, on s'est embrouillé. J'étais fou sur le terrain. Et on en arrivait au stade où on a dû se faire arbitrer par le juge arbitre, en fait. Parce Ah que oui, oui, j'étais fou et je pouvais même plus faire confiance au mec. Et Ça j'ai passé m'énerve, les mecs comme ça. Oh. Non, mais en fait, le mec, c'était pas un tricheur. Ce mec-là, c'était pas un tricheur. C'est qu'en fait, c'est que moi, je le considérais comme un tricheur parce que il m'a dit 2 balles fautes qui étaient bonnes, mais tout le match, il jugeait mal les balles, en fait. Et je lui ai rien dit tout le match. Mais comme c'était 2 points importants, d'un coup, je l'ai vu comme la triche, en fait. Et si j'avais communiqué avec le mec, il n'y aurait peut-être pas eu ça. En tout cas, j'aurais mieux vécu. Et je me suis énervé de fou. Et j'ai passé un très mauvais moment. Ça a duré 3 heures le match. J'ai passé un mauvais moment. J'ai perdu 7-6 au troisième set. J'ai perdu 8-6 au tie-break. J'étais fou. J'avais arrêté le tennis et tout. J'étais fou. Et j'ai passé un mauvais moment. Et ça m'a fait moins bien jouer. J'étais crispé après en plus. Tout ça parce que j'ai mal communiqué avec le mec. Et ça vous est tous arrivé d'avoir des gars en face de vous, vous pensez que c'est des tricheurs. Mais je pense qu'il y a des tricheurs sur le tennis, c'est vrai, il y en a. J'en ai vu des jeunes, des adultes. Mais 80%, je pense, ou 90%, c'est des mecs qui voient mal. Et on les voit comme des tricheurs. Mais il faut communiquer avec ces types-là. Et si par contre on communique et que le mec, on voit qu'il veut tricher ou quoi, là, je l'arbitre. Ça ne dépend pas de nous. Mais la plupart des conflits ils peuvent être évités en communiquant, je pense. Et voilà. Et juste pour finir, vous passerez mieux au moment sur le terrain en communiquant mieux. Et à Nadal, j'ai vu ça il y a quelques jours, il a dit ça. Tu peux avoir 30 titres du Grand Chelem. Si tu n'as aucun ami sur le circuit, si tu n'as pas d'amis dans ta vie, tu seras malheureux. C'est-à-dire que tu peux être le plus grand sportif au monde, tu peux avoir tout gagné dans ta vie. Si tu n'as pas d'amis, ça ne sert à rien, tu vivras mal la chose. Donc c'est important, il n'y a pas que le sport. Il y a vos amis, il y a votre famille, il y a plein de choses qui sont importantes dans votre vie. Est-ce que vous avez des petites remarques sur Non. ça? Non. Non. Ok, on va finir, on va conclure du coup. J'espère que ça vous a plu, premièrement, le visio. Le but de Marie et moi quand on fait un visio comme ça, on va vous donner des conseils, c'est pas de vous juger en fait, de vous faire culpabiliser, c'est pas de vous dire ah tu fais ça c'est pas bien, c'est pas notre but. Le but c'est vraiment de vous faire progresser en fait, de vous apprendre des nouvelles choses et ne voyez pas aussi l'hygiène de vie comme le but c'est d'être parfait en fait. Personne ne sera parfait parce qu'on est humain. Personne n'aura l'alimentation parfaite, l'hydratation parfaite, la récupération physique parfaite. Il y aura tout le temps des écarts. Il y a tout le temps, moi, des moments où d'un coup, je vais boire un peu d'alcool, je vais faire une soirée, je vais boire, ou je vais manger peut-être des fois de temps en temps une sucrerie. Peut-être que je devrais dormir autant d'heures, mais je me couche un peu plus tard, c'est pas bien. Il y a des fois, ça peut m'arriver de louper ma séance d'échauffement ou de récupération, mais parce que je suis humain. Mais le but, c'est pas de vous en vouloir quand vous coupez ça, en fait. Le but, c'est pas de vouloir être parfait et d'un coup de louper le truc et je m'en veux, je suis pas parfait. C'est pas possible. Sinon, vous allez culpabiliser. Ce que je disais tout à l'heure, là, avant que Valentin t'arrive, en fait, il faut pas le voir comme des privations. Si, imaginons, tu te dis, ok, les sodas, j'ai compris que c'est pas bon, c'est pas une bonne chose, je vais arrêter d'en prendre. En fait, si tu arrêtes d'en prendre parce que juste on te dit que c'est pas bon, ça va être une privation pour toi. Tu vas te dire, ah mince, mais j'ai envie de prendre des sodas, mais j'ai envie d'en boire, mais c'est pas bon. Du coup, tu vas le prendre comme une privation, tu vas mal le vivre de ne pas en prendre. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tu vas arrêter ta bonne résolution parce que c'est parce que tu le vivais comme une privation. Si par contre le soda, tu comprends que c'est mauvais parce que les sucres, le fait, tout ça, tu comprends que c'est une mauvaise chose pour toi et tu ne veux plus en boire, tu vas arrêter d'en boire, tu vois. C'est vraiment comprenez pour changer votre vie en fait. Ne soyez pas dans le truc qu'on vous impose. C'est comme à l'école. Si l'école vous impose telle chose, vous allez mal le vivre. Si par contre l'école essaie de vous faire comprendre, vous avez des professeurs qui sont tous différents. Vous voyez le professeur qui va vous imposer des choses par des sanctions ou quoi, des punitions, ou le professeur qui va essayer de vous faire comprendre. On va pas apprécier la même chose. Votre cerveau, en fait, il va beaucoup apprendre par le jeu, il va beaucoup apprendre en ayant plaisir. Si on a plaisir, qu'on a envie d'apprendre, on va apprendre. Si on n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas envie. Je suis sûr que si je vous demande toute votre matière que vous détestez, c'est la matière où vous êtes le moins bon parce que vous avez moins envie d'apprendre. En tout cas, c'est peut-être pas forcément le moins bon, mais en tout cas, c'est la matière où vous avez moins envie d'apprendre. Par exemple, je sais pas, Paolo, c'est quoi ta matière que tu détestes au collège? J'ai recoupé les micros, par contre, les gars. À chaque fois. Les micros sont coupés. Oui. Du coup, ta matière que tu moi, détestes, c'est, je sais pas, l'histoire géo peut-être. ok. Est-ce que tu arrives à apprendre en histoire géo quand tu as une leçon, quand tu as un contrôle, tu arrives à apprendre? Ouais, mais j'ai un peu de mal quand même. Je dois passer plus de temps que sur d'autres matières. Ok. Valentin? Euh, J'ai pas compris la question en fait. Mon frère à côté. Ouais. C'est quoi ta matière que tu détestes à l'école?
Que je déteste? Ben, j'en aime pas mal, donc celle que j'aime pas trop, ça serait la géo. La géo, est-ce qu'en géographie, tu as plus de mal à apprendre ta leçon que dans une matière que tu vas aimer? Non. Non? Ok. Après, peut-être tu le verras avec les années. Pierre et Evan? Ben, moi, il y en a deux. Il y a l'art plastique pour tout ce qui est recherche biographie. Et sinon, c'est l'SVT. Et est-ce que tu as plus de mal à travailler, à apprendre dans cette matière, tu penses? Bah non, franchement, enfin, je fais le travail, quoi. Je fais le travail demandé. Ok. On va dire que par exemple en classe, je participe moins qu'un cours où j'aime bien. D'accord. D'accord. Peut-être toi aussi. Et Pierre? Ah Moi, ouais? les Attends. matières, euh, Ouais, Valentin? Ben, j'ai plus de batterie, je dois couper. Ça va, il n'y a pas de souci. Je mettrai la vidéo sur Internet et je pourrais Ouais. mettre le plateau si tu veux le regarder. À Ça va. mercredi? À mercredi, ouais. Ciao. Ciao. Pierre, du coup. ouais, je disais que j'aimais toutes les matières, mais si je devais choisir une que j'aimais pas, genre c'était l'art plastique. Mais c'est C'est pas pour ça pareil. qu'il y a une note là-dedans. Enfin, Mais le travailler, est-ce que tu as plus de mal à t'y consacrer ou moins d'envie à t'y oh, je consacrer? travaille pas l'art plastique, ça sert à rien. Ouais. Ouais. Ok. Voilà, donc, je pense que vous allez voir que votre cerveau, en fait, il est pour ça. Et c'est pour ça que vous adorez peut-être apprendre dans le tennis, apprendre de nouvelles choses parce que ça vous plaît, en fait. C'est tout. C'est le cerveau, il aime apprendre par le plaisir. On va pas vous contraindre, vous apprendre en vous imposant des choses. Non, mais je trouve ça chouette, mais genre, ça n'a aucune utilité, je trouve. Genre. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que À je quel voulais dire? moment ça va te servir dans ta vie de savoir à quel moment il est né, je sais pas qui. Après, écoute, ça c'est l'éducation nationale, c'est pas pareil. Après, on voit les choses comme ça, c'est un intérêt. Est-ce que à quel moment dans ta vie ça va servir de faire un coup droit? Tu vois? Ouais. C'est l'envie qui te consacre. Mais tu as envie de faire des coups droits, tu as envie de faire des revers, tu as envie de jouer au tennis. Est-ce que tu as envie de t'intéresser à l'art plastique, de faire de la peinture, du dessin ou je sais pas quoi? Tu vois, c'est des choses qui te plaisent en fait, c'est tes goûts aussi. Du coup, pour finir, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une liste de. Enfin, voilà, il n'y a pas tout ce qui existe au monde, hein, c'est par rapport à ce que j'ai vu moi, de vidéos, de films que j'ai regardés pour en apprendre plus en fait. Donc il y a des choses qui sont sur Netflix. Si vous avez Netflix, le premier c'est Game Changers. C'est un reportage en fait sur les sportifs de haut niveau. Donc il y a des gens qui font du football américain, l'équipe de football américain pro aux États-Unis. Il y a des mecs qui sont recordman du monde. Il y a des cyclistes. Il y a plein de sportifs de haut niveau. Et en fait, ces sportifs de haut niveau, ils sont passés ou en tout cas ils sont végétariens ou végétaliens. Et en fait, on va parler du coup d'alimentation, d'être végétarien ou pas. Qu'est-ce que ça va faire dans le sport? Et c'est intéressant parce qu'on voit leurs performances en fait qui sont boostées. Deuxième, voilà, enfin voilà, il y a toute la liste de films. Ça, pareil, j'essaierai de le prendre des screens si vous voulez à la limite pour avoir les documents. Sinon, j'essaierai de le mettre en ligne le diapo, comme ça vous pourrez le consulter. Jack, c'est bon. Deuxième, je montre que j'avais mis ça. Ah non, attends, pourquoi j'ai pas l'autre? Ah, il est là. Ça, c'est des livres aussi que j'ai lus. Il y a le livre de Joko et il y a des livres voilà, de coach de tennis ou quoi. Pareil, il y a des trucs pareils dans l'alimentation, dans le coaching, dans la connaissance de soi, dans le fait de croire en soi. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là-dedans, si vous avez envie de les lire. Et avant qu'on s'arrête, déjà il reste 1 minute en plus, on est bon. Du coup, Evan n'est pas au physique, Paolo non plus, je crois. Non. Non, ouais. Ok, et Pierre? Je dois aller arroser Moi, je vais et le tout. faire, mais doucement, genre. Ok, bah, je t'enverrai un message quand je lancerai. Est-ce que, avant qu'on s'arrête là, est-ce que vous avez des petites envies de thèmes en visio que vous aimeriez aborder? On a parlé d'hygiène de vie et tout. Est-ce qu'il y a il y a un truc que vous aimeriez aborder? Peut-être genre Euh, des stratégies, peut-être en match, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Ouais, C'est pas mal. ok, Ouais, peut-être. Après. Moi, rien. d'accord. C'est pour voir, parce qu'après, moi, j'avoue au bout de quelques semaines, j'ai peut-être un peu moins d'idées. Donc, ça, par exemple, l'aspect tactique, ça peut être pas mal, Pierre. Pourquoi pas? Des fois, les points forts ou quoi. Bah, Ouais. Après, il faut voir parce que ça va être. Il faut pas que ce soit un truc, ça va couper. Il faut pas que ce soit un truc par rapport à vous, il faut que ce soit un truc un peu plus général aussi. Mais ça peut être intéressant, la tactique. On pourra l'aborder peut-être. Je crois que ça va couper, du coup, je t'envoie un message, Pierre, Et c'est quand genre un je quart d'heure comme d'hab ou tu m'en fais un.
Ouais, à peu près dans un quart d'heure, mais je t'envoie un message quand je lance la réunion. À peu Ok, près dans ok, un quart ok. d'heure, je passe la séance. Ça marche. Donc, comment ça t'est Bon, chauffé? ciao, Iron. Et voilà. Ouais. Et Ciao. ciao les gars, j'espère que Ciao. ça vous a plu. Ciao. Ciao les Ciao. gars. Ciao.